Bon, ben, bienvenue tout le monde. Yes, ce matin, on va parler de storytelling. C'est moi ici et Brice qui vont vous parler de ça. Donc, je vais laisser en fait le temps à Brice de se présenter. Ensuite, je vais pouvoir commencer plus en profondeur. Let's go! Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien ce matin. Je suis Brice Kamgang, je suis un storyteller, je suis coach en prise de parole en public. Je suis le champion au concours de prise de parole en public de communication orale pour l'Amérique du Nord dans le cadre de Toastmasters International, pour ceux qui connaissent le Toastmasters, cette année en 2020. Et je suis un passionné de leadership. Brièvement sur mon parcours, eh bien, je suis un jeune Africain, un jeune Camerounais qui est, comme je le disais, très passionné par le leadership et la prise de parole en public. J'ai tour à tour été étudiant normalement comme la plupart des gens et après, j'ai travaillé dans, dans une multinationale pendant 5 ans et après les 5 ans, j'ai décidé d'arrêter parce que je voulais vivre de ma passion qui est donc la prise de parole en public. Et donc, lorsque j'ai démissionné, c'était de la folie pour mes proches, c'était la folie pour mes parents. Seule mon épouse m'a véritablement soutenu et je lui suis entièrement reconnaissant pour ça parce qu'elle a vraiment su me porter dans ces moments assez compliqués à gérer. Vous savez, on est en Afrique. En Afrique, c'est pas évident. Les gens, il y a beaucoup de personnes qui comptent sur nous. Et donc, lorsque vous prenez une décision, à chaque fois, ça impacte beaucoup de gens. Mais mon épouse a été là pour me soutenir. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon aventure entrepreneuriale en 2017. J'ai créé mon entreprise physique avec laquelle je faisais des affaires avec d'autres entreprises dans le cadre du business to business. Et j'ai également créé une académie d'art oratoire qui est notamment en ligne, où je forme des gens à travers le monde à la prise de parole en public. Et j'ai intégré aussi le Toastmasters International qui m'a donné une véritable plateforme pour m'exprimer. Et j'ai donc participé à plusieurs concours en Afrique à l'époque. Quand je dis à l'époque, c'est pas très, très longtemps. Et j'ai gagné là-bas. Je suis arrivé au Canada également. J'ai gagné grâce à une technique que j'utilise et que j'ai toujours utilisé, qui est le storytelling. Alors, d'où me vient le storytelling? Ça me vient simplement de mes racines, parce que, comme vous le savez, je viens d'Afrique, comme je l'ai dit précédemment. Et en Afrique, la communication orale par les contes, par les fables, par les proverbes est très, très poussée. Et dès mon plus jeune âge, mes parents se sont séparés, ce qui fait que mon père, pour éviter que ma mère ne me prenne tout le temps pour aller, parce que tantôt c'est mon père qui me prenait, tantôt c'est ma mère qui m'arrachait à lui, et mon père a donc décidé de m'éloigner de ma mère et il m'a amené au village où j'ai passé du temps avec ma grand-mère. Et c'est vraiment là-bas que j'ai acquis toutes ces techniques de communication par du storytelling, par des histoires qu'on raconte pour passer un message fort et pour inspirer. Et mon parcours professionnel m'a donc permis d'appliquer cela dans le cadre de la vente et j'ai pu voir les résultats. Donc, en gros, on en parlera tout à l'heure avec plus de détails. En gros, donc, je suis Brice Kamgang pour résumer. Je suis coach et formateur en prise de parole en public et je suis le champion 2020 de la communication orale pour l'Amérique du Nord, les clubs francophones du Toastmasters. Et je suis convaincu que nous allons apprendre beaucoup de choses aujourd'hui et c'est un privilège de vous avoir si nombreux et de pouvoir partager avec vous ce que j'ai. Merci, Émilie. Merci à vous. Yes, merci. Je vais prendre le temps de me présenter aussi à mon tour, même si je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui me connaissaient déjà. Donc, en fait, moi, je suis la pro du contenu qui rend accro, OK? À la base, je suis copywriter. C'est vraiment ma passion, la rédaction persuasive. En gros, ce que je fais dans la vie, c'est que j'aide les experts à augmenter leurs revenus en rédigeant du contenu qui rend accro, autant sur leurs réseaux sociaux que dans leur courriel. On fait une stratégie là, qui part du début à la fin pour aller chercher tes clients, les amener dans tes courriels et monétiser le tout avec authenticité toujours. On ne veut pas pousser, gaver les gens de ce que tu as à offrir. On veut vraiment juste connecter avec eux.
Et à ce moment-là, ben, comme la connexion est plus forte, il y a plus de chances que ces gens-là deviennent tes clients. Bref, toute une méthode autour de ça, mais ça tourne toujours autour de la communication et le système d'acquisition de clients. Sur ce matin, je veux qu'on commence en parlant un peu de branding en même temps qu'on va parler de storytelling. Okay? Donc, je vais commencer en t'expliquant en fait la puissance du storytelling au niveau de ton branding. Okay? Donc, comment tu peux l'utiliser dans ton entreprise, dans ton projet. Okay? Super important, toi, en tant que personne, tu es aussi le personnage principal de ton histoire. Okay? Ton branding, là, je ne sais pas si c'est un peu, probablement que tu as déjà une idée de ce que c'est ton branding, à quoi ça sert. Okay? Le branding, vraiment, c'est une façon pour les gens de te reconnaître, okay? De savoir t'es qui immédiatement, de comprendre automatiquement ce que tu fais quand ils te voient, quand ils voient les choses que tu publies. Ça peut être visuel, ça peut être avec des couleurs, ça peut être avec toutes sortes d'associations qu'on peut faire de toi avec, je sais pas moi, ta passion, tes animaux, tes passe-temps. Okay? Donc, c'est vraiment une façon qui permet de savoir immédiatement quand on te voit ou quand on entend parler de toi, mais qu'on ne te voit pas. C'est une façon qu'on puisse te reconnaître puis qu'on sache tout de suite t'es qui. Okay? Ton branding, c'est super important d'avoir ça dans ton entreprise. Si tu ne l'as pas déjà, on va pouvoir commencer aujourd'hui avec ton histoire à toi, justement, à travers le storytelling. Okay? Donc, comme je disais, dans ton histoire à toi, tu es le personnage principal de ton histoire. Donc, autant quand tu vas la raconter de vive voix que quand tu vas la raconter à l'écrit, tu es le personnage principal. Okay? Tu as un super pouvoir. Ton super pouvoir, c'est ton expertise. Okay? Donc, si toi, tu aides les gens à faire X, tu aides les gens à enlever X de leur vie, si tu vends des produits en ligne, ton expertise, ton domaine, c'est ton super pouvoir. Okay? Dans l'histoire. Donc, si tu es le personnage principal, okay, dans ton histoire, dans ton industrie, dans ton domaine, super important dans une histoire, ce qui rend un personnage attrayant, ce qui le rend relatable, qu'on peut dire aussi, là, qu'on peut se reconnaître dans ce personnage-là, c'est vraiment le fait qu'il y ait des défauts. Okay? Le fait que nous, en tant qu'humains, on est fait de qualité, on est fait de défauts. Si ton personnage principal dans ton histoire n'a aucun défaut et qui est parfait, ça le rend tout de suite moins intéressant. Okay? C'est comme trop beau pour être vrai, si on peut dire ça comme ça. Okay? Donc, c'est super important quand toi, tu te positionnes sur Internet, puis que tu te positionnes comme toi, que ton entreprise, ton projet, que tu sois vulnérable, que tu sois authentique, que tu te présentes comme tu es. Okay? Super important de pas... souvent, c'est ça qu'on voit justement, la plus grande erreur, c'est que les gens vont se présenter comme quelqu'un qui est parfait, qui est derrière un costume de travail, quelqu'un qui est, disons, plus froid. Le but ici, c'est vraiment de briser cette carapace-là et d'être chaleureux. Okay? Comme ça, quand tu vas écrire, là, pour l'instant, je vais plus y aller avec la théorie. Tantôt, je vais plus t'expliquer comment l'écrire concrètement. Mais c'est super important qu'à la base, les composantes de ton histoire soient fortes. Okay? Donc, toi, en tant que personnage principal de ton histoire, tu dois être capable d'être chaleureux, tu dois être capable d'être authentique, de te montrer vulnérable un peu plus, de t'exposer aux gens, puis de le faire d'une façon qui est très humble, okay? Si on peut dire ça comme ça. Les gens, ce qui va arriver, c'est que toi, en étant aussi accessible, parce qu'on va se dire quelqu'un qui est chaleureux, qui a des défauts, qui n'a pas peur d'en parler, de parler de ses erreurs, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus approchable. On a l'impression que la personne nous ressemble un petit peu plus. On a l'impression que la personne, si on lui écrit, elle ne va pas nous répondre « Ah, va regarder mon site web ». On le sait que la personne, elle va peut-être plus être encline à répondre, à nous parler, à vraiment créer une connexion de cœur entre les deux personnes. OK? Brice, tu m'écris pendant que je parle, tu me déconcentres. Brice, c'est super. OK. Donc, ce que je disais, les gens vont plus avoir l'impression que tu es accessible, que tu es approchable. OK? Ce que tu veux en étant toi-même sur Internet, puis en te présentant comme le personnage principal de ton histoire, toujours, c'est super important. Dans ton branding, tu es la personne principale. Je répète beaucoup, c'est par la répétition qu'on apprend, tu vas t'habituer.
Donc, les gens vont se mettre à te regarder, puis à look up to you. Okay? Donc, ils vont se mettre à regarder, à aspirer un peu à la vie que tu as. Parce que malgré que tu as une belle vie et tout ça, puis qu'ils veulent peut-être la vie que tu as, ils regardent ton entreprise, ça va bien, t'aides les gens, ils ont envie de faire la même chose, ou de réussir autant que toi, ou bref, de peut-être copier, peut-être imiter certaines choses que toi tu fais qui pour eux, c'est comme wow, cette personne-là est vraiment authentique, elle est vraiment le fun, elle fait bien les choses. Mais les gens vont aspirer un peu à cette vie-là, à ce que toi, tu montres comme étant ce que tu vis dans le quotidien, ce que tu fais dans ta vie de tous les jours. Okay? Ce qui est super important, c'est que quand tu vas partager tes passions, tes passe-temps, ce que tu aimes dans ta vie, si tu as des animaux, tu sais, moi j'ai des chats, tout le monde le sait que j'ai des chats, ils sont tout le temps dans mes vidéos, dans mes conférences aussi, tout ça, parce que c'est mon background. Mais les gens, quand ils vont te voir, ils vont t'associer à ces choses-là. Puis si, mettons, ils ont des chats ou ils ont le même passe-temps que toi, bien, ils vont se reconnaître encore plus. La connexion va être encore plus forte. Tu sais, souvent, on se dit « Ah, mais je ne vais pas parler de des choses personnelles, ça n'a pas rapport dans un contexte professionnel. » Il faut briser ça. C'est tellement wrong, c'est pas vrai, OK? C'est super important. Derrière ta profession, tu es un humain qui a des passions, qui a des passe-temps, qui est comme tout le monde, avec ses propres trucs qui le rendent unique. Mais c'est ça qui va faire que les gens vont faire « Ah, moi aussi, j'aime ça. Ouais, j'aimerais ça. C'est une bonne idée. » Bref. Puis c'est là que la connexion se fait beaucoup plus forte. OK? Super important, c'est beaucoup plus important que tu sois reconnaissable que mémorable. Okay? Je m'explique. Les gens, quand on raconte une histoire, c'est super bon que les gens se rappellent de ton histoire, c'est super bien. Mais ce qui est encore plus puissant, qui est encore plus fort, c'est que les gens te reconnaissent. Okay? Je t'explique, par exemple, tu as une photo de toi qui passe, je sais pas, tu fais de la pub, puis il y a une photo de toi dans ton image de ta publicité sur Facebook. Okay? Bien, si les gens, juste en te voyant, te reconnaissent, ils vont avoir plus de chances d'arrêter sur ta publicité puis de la lire. Okay? Même chose si tu écris quelques lignes. Tu sais, tu as une bio, je sais pas, tu vas être dans un événement, puis là, tu as quelques lignes, mais je sais pas, il n'y a pas de photo. C'est un formulaire, puis il n'y a pas de photo, ou la photo est en noir et blanc, fait qu'on ne voit pas super bien. Mais si les gens sont capables de te reconnaître, juste avec quelques lignes qui décrivent toi, ton parcours, bien, c'est énormément plus puissant. Okay? C'est comme si, juste avec du bouche à oreille, par exemple, quelqu'un pourrait expliquer un peu ton histoire, puis les gens seraient comme « Ah oui, ça c'est X personne, ça c'est telle personne. » Fait que les gens te reconnaissent. Fait que c'est beaucoup plus important que ton histoire soit facilement reconnaissable, que toi, tu sois facilement reconnaissable, que mémorable. Parce que automatiquement, si les gens te reconnaissent, ils vont ensuite se rappeler peut-être de ton histoire. Okay? Fait qu'il y a comme une petite nuance, une petite différence. Je vais juste regarder. Joey qui dit compte perso versus compte pro sur Facebook. Oui, tu peux faire la différence avec ton compte perso, ton compte pro, mais c'est pas obligatoire. Okay? Par exemple, moi, j'utilise même pas ma page professionnelle parce que ma page professionnelle me sert seulement pour faire de la pub. Facebook. Mais sinon, mon profil perso, moi, je publie des trucs autant professionnels que personnels. Mais oui, tu peux le faire aussi comme ça. Pas de trouble. Yes. Super. Donc, ensuite, comme je t'expliquais, la différence entre quelqu'un qui va être plus froid versus plus chaleureux, comme je t'ai dit, soit humain dans ton approche, ça va beaucoup plus porter fruit que quelqu'un qui est froid. Tu sais, on s'entend. Puis, si je te donne un exemple, par exemple, par rapport à ton histoire, si tu es dans mon groupe Facebook, tu l'as vu un peu. Moi, j'ai parlé de mon histoire dans mon groupe Facebook. Puis, tu vois, il y a des gens qui sont venus m'écrire. Puis, « Hey, moi, j'ai eu un parcours similaire parce que moi, par exemple, j'ai lâché l'université et mon emploi pour me consacrer à maintenant ce que je fais, à ce que j'aime, à ma passion. » Mais toutes les personnes qui ont lâché leur emploi, ont lâché leur université ou qui se sont lancées, qui ont pris un risque, puis qui se sont lancées dans le vide, bien, ces gens-là, tous les gens qui tournent un peu autour du même parcours que moi, même s'il n'est pas exactement pareil, bien, ils se reconnaissent dans mon parcours. Puis déjà, c'est comme si on était un peu des amis. Ils viennent me voir, puis « Ah, moi aussi, j'ai fait ça. » Fait c'est un peu la même chose que tu veux faire avec toi, ce que tu fais, puis avec les gens qui sont autour de toi. Tu veux que les gens ils te trouvent facile d'approche, puis qu'ils te connectent sur des aspects qu'ils ont en commun avec toi. Okay? Ensuite, blablabla, bla, 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 je regarde mes notes. Moi, je prends des notes pour me préparer un petit peu. Fait que c'est ça. Ton histoire est moins importante que toi.
Comme je te dis, les gens ne s'attacheront pas à un produit, un service ou à ton parcours. Ils vont vraiment s'attacher à toi comme personne. Fait que toi, c'est quoi tes valeurs? Toi, t'es contre quoi? C'est quoi tes croyances? Est-ce que t'es pour, je sais pas, telle cause, contre une autre cause ou contre une croyance qui est super propagée dans ton domaine ou t'es pour cette croyance-là aussi? Fait que, dépendamment, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes croyances, qu'est-ce que t'aimes, de quoi t'aimes parler, qu'est-ce que t'aimes absolument pas parler parce que pour toi, c'est inutile, ça sert à rien ou peu importe. Ces choses-là vont faire que tu vas pouvoir polariser dans tes messages à qui tu t'adresses et à qui tu ne veux pas t'adresser. Okay? Super important, les gens vont s'attacher à toi pour tes valeurs, pour tes croyances, pour la personne que tu es, tes qualités, tes défauts. Fait que le plus que tu es vulnérable, le plus que tu t'exposes, le plus que tu partages tes opinions, le plus que les gens qui ont les mêmes opinions que toi vont venir vers toi, puis ceux qui ne partagent pas ta façon de penser vont s'en aller. Okay? Ça te permet hyper rapidement, hyper facilement de trier les clients que tu veux et les clients que tu ne veux pas. Okay? C'est beaucoup de la théorie. Comme je te dis tantôt, je vais t'expliquer comment mettre ça par écrit pour raconter ton histoire vraiment en rédaction persuasive. Mais ça te prend, comme je te dis, des composantes fortes dans ton histoire avant d'aller plus loin, okay? Avant de l'écrire. Ensuite, tu ne veux vraiment pas être parfait parce que ce qui rend les gens intéressants, comme je te dis, c'est leurs défauts, leur capacité à parler de leurs erreurs ouvertement, puis que ça soit pas, ça les gêne pas. Qu'il y a des gens qui sont vraiment à l'aise d'en parler. C'est des gens qui vont attirer beaucoup plus de gens qui soit ont fait les mêmes erreurs, soit ont à peu près les mêmes défauts, des choses qui se ressemblent, ou des gens justement qui sont comme « OK, c'est correct d'avoir des défauts, c'est correct d'en parler, c'est correct, je suis un humain. » Puis lui aussi, c'est un humain. Il réussit bien, cette personne-là, mais c'est un humain aussi. Donc, moi aussi, en tant qu'humain qui a mes défauts puis qui a de la misère ou peu importe, bien, je suis capable de réussir aussi. Si lui a réussi, moi aussi, je suis capable. Okay? Fait que c'est un peu cette énergie-là, cette vibe-là qu'on veut aller établir avec toi en tant que personnage, qui est qui, puis comment tu t'exposes, comment tu te montres aux gens. Okay? Donc, voilà. Si je peux donner quelques exemples pour conclure cette partie sur un peu le branding, le storytelling. Chaque fois que tu prends une décision, okay, par rapport à ton marketing, comment tu vas te montrer, comment tu vas t'exposer, qu'est-ce que tu vas écrire, c'est quoi l'image que tu vas mettre pour, je sais pas, faire ta publicité Facebook. Okay? Pense-y comme les meilleures histoires de Disney. Pense-y comme les histoires de Marvel aussi. Toutes ces... Eux, ils ont une super formule marketing, OK? Déjà que leur histoire a une super structure, je vais t'en parler plus tard, mais ils focusent énormément sur les personnages, OK? Tu remarqueras, si je te donne un nom, si je te donne quelques lignes, tu serais capable de reconnaître de qui je parle, OK? Si tu connais l'histoire, si tu l'as vu ou le film, là, peu importe. Mais rapidement, c'est des personnages qui sont hyper facilement reconnaissables. Okay? Ils mettent beaucoup d'emphase là-dessus. C'est une composante hyper importante de ton histoire. Donc, toi, quand tu prends des décisions, que tu te marketes, que tu t'exposes, pense-y comme ça. Tu es un personnage, tu prends une décision, tu t'affiches comme tu le fais, puis tu le fais d'une façon qui est humble, qui est authentique. Tu as tes caractéristiques, tu as tes passions, tes passe-temps, tu as aussi, bref, ce que tu n'aimes pas. Et tout ça fait en sorte que les gens vont te voir comme quelqu'un de différent. Okay? Ça va te permettre de te démarquer des autres, d'avoir certaines associations qui se font par rapport à toi, que les autres, par exemple, qui n'en parlent juste pas de ce qu'ils aiment dans la vie. Donc, les gens ne peuvent pas faire d'association comme ça. Okay? Fait que toi, tu as l'avantage, en utilisant ton côté plus personnel dans ta vie professionnelle, de créer des liens qui sont plus forts, contrairement à tous les autres, d'être quelqu'un justement qui parle de ces choses-là, puis que les gens peuvent penser à toi d'une façon qui est plus aussi personnelle, plus amicale, plus chaleureuse. Okay? Fait que c'est vraiment super important que quand tu prends des décisions, tu penses à ton branding. Okay? Ça fait partie de ton branding, ton histoire, ton parcours, mais aussi tes histoires dans ta vie de tous les jours, de toutes les peurs que tu as vaincues ou que tu vis encore, de tes difficultés. Tout ça, ça fait partie. C'est un ensemble qui te caractérise comme étant toi et pas le voisin. Donc, c'est super important dans ton branding, tu mets l'emphase sur ces choses-là parce que ça te rend différent. Okay? Tu
Tu peux penser aussi au visuel pour ton branding, c'est sûr, les couleurs et tout ça. Ça va avec ta personnalité un peu, comment tu veux te montrer aux gens. Mais le plus que tu vas tendre la main, plus que les gens vont la saisir puis ils vont vouloir justement faire partie de ton aventure, de ton parcours, de toi qui bref, s'épanouit dans ta vie professionnelle, qui a ton projet et tout ça. Okay? Est-ce que c'est clair? Là? Je parle beaucoup. Peux-tu m'écrire dans la conversation juste si tu me suis encore, si c'est clair ce que je dis par rapport au fait que tu es un personnage dans ton histoire? C'est super important de mettre ça de l'avant dans ton marketing, d'être chaleureux pour aller chercher les gens. OK, Joey dit yes. Parfait. OK, tu étais d'accord avec ça. Parfait, je vois ça. OK. Super. Yep, je comprends tout. Oui, c'est hyper clair. Authenticité, vulnérabilité, c'est très bien expliqué. Merci. Ouais, c'est clair. OK, merci. Parfait, cool. Super. Bon, je suis contente que c'est clair. Fait on va regarder ça, c'est pas mal, c'est les composantes principales d'un personnage qui est attrayant. OK, là, je t'explique en parlant de toi dans ton branding, mais quand tu vas écrire ton histoire, c'est la même chose, ou une histoire en particulier, peu importe laquelle. Quand tu écris une histoire, comme je te dis, ton personnage, il doit ne pas être parfait. S'il est parfait dans une sphère de sa vie, peut-être que toi, tu as ton talent, tu as ton expertise, c'est ta sphère, ça, c'est ton super pouvoir, et que tu es parfait là-dedans. Mais ça veut dire que dans une autre sphère, tu dois être imparfait, ton personnage doit être imparfait, parce que tu ne peux pas être parfait à 100%, sinon c'est juste comme, c'est pas réel, puis les gens le sentent, puis ils décrochent un peu, OK? Fait que ce qui rend ça attirant, c'est vraiment l'aspect naturel, humain de la chose. Super, donc maintenant, moi, je donnerai la parole à Brice. Brice, es-tu encore là? Je vois que tu as ton... mais tu n'as pas ta caméra, donc... Ah, t'es là! Yes! Cool, fait que vas-y, Brice, je te donne la parole. Merci Émilie, merci beaucoup pour ta présentation. Moi, ça fait un moment qu'on discute, toi et moi, et je dois dire que j'en ai appris davantage encore aujourd'hui. Je suis convaincu que avec ta prochaine prise de parole, je vais encore en apprendre davantage. C'est bon, c'est super, on voit que tout le monde est là, tout le monde nous suit. On va donc aborder l'aspect de la communication orale avec moi. On va parler d'un premier bloc et après, plus tard, on reviendra donc sur le bloc qui est peut-être encore plus pertinent, qui sera le bloc sur le storytelling. Et là, maintenant, je vais vous parler de la communication orale avec ses piliers. Je vais vraiment insister dessus parce que c'est la base. Si on veut vendre sans vendre et que on veut se servir, on a l'opportunité de faire une présentation, il est important de savoir quels sont les éléments qui vont rentrer en jeu dans le cadre de ces présentations-là. On a très bien vu avec Émilie qu'elle est en train de nous parler de la façon dont nous allons rendre cela écrit, parce qu'elle est l'experte du copywriting. Et moi, donc, je suis l'expert de tout ce qui est oral. En matière de prise de parole en public, en matière de communication orale, il existe trois piliers principaux, trois piliers fondamentaux sur lesquels repose la communication orale. C'est indispensable pour que ce soit vraiment complet. Les trois piliers sont le pilier verbal, ensuite le pilier vocal et enfin le pilier visuel. Ce découpage tient le de Albert Mehrabian. Je crois que certains d'entre vous doivent le connaître pour ceux qui s'intéressent un peu à la communication. Albert Mehrabian, qui est un psychologue, je crois, iranien, naturalisé américain, qui avait dit que la qualité de la communication s'observe à ces trois dimensions-là, la dimension des mots, la dimension du paraverbal et la dimension de la gestuelle. C'est donc cela. Je vais donc vous parler de chacun de ces éléments. Commençons par le verbal. À quoi renvoie le verbal? Le verbal renvoie simplement à nos mots, à notre texte, aux expressions, aux connexions, aux triades qu'on peut utiliser lorsqu'on parle. Lorsque nous venons pour vendre, nous devons bien faire le choix de nos mots. Même lorsque nous devons être vulnérables, comme l'expliquait tout à l'heure Émilie, effectivement, ça doit être pensé. Ce n'est pas fait au hasard. On sait très bien que dans le cadre d'une vente, il y a des mots qui peuvent soit choquer, soit encourager. Il faut très bien choisir ces mots en fonction de ce qu'on veut vendre, en fonction de ce qu'on veut passer, en fonction de ce qu'on veut faire ressentir à l'autre. La bonne nouvelle, c'est que les mots seuls ne vont pas suffire. C'est pour ça qu'on va voir les deux autres piliers. Mais c'est important d'avoir ces mots. L'autre chose aussi, je parlais des triades. Les triades, j'insiste dessus parce que c'est quoi la triade? C'est simplement d'énoncer un élément en trois, en trio. C'est de dire grand, beau, fort.
C'est de dire intelligente, passionnée, et puis déterminée. C'est d'aligner trois qualificatifs ou alors de répéter trois éléments. C'est très, très important en matière de communication parce que vous avez sans doute vu avec l'évolution du monde, même dans le cadre des publicités marketing, vous allez voir on fait toujours dénoncer les éléments en trio, en trois, parce que c'est assez mémorable par le cerveau à chaque fois où un élément est énoncé en trio. Celui qui a théorisé cette notion de triade, c'est le roi Jules César. Jules César a prononcé une phrase forte, une phrase mythique qui est restée à jamais gravée dans les annales de l'histoire, qui s'appelle Omni Trium Perfectum. La phrase qu'il a déclarée, c'était Omni Trium Perfectum. C'est je suis, tout ce qui est énoncé en trois est parfait. Non, là, c'est l'expression globale que je dis. Il a plutôt dit Veni, Vidi, Vici. Ça veut dire je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. I came, I saw, I conquered. Je pense qu'on a tous écouté cette triade qui est répétée dans les livres, Shakespeare l'avait répété dans son livre, et puis même dans les chansons partout, on voit très bien ça. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Veni, Vidi, Vici. C'est une triade magistrale qu'avait faite Jules César, parce qu'on sait que Jules César a mené beaucoup de guerres avec l'Empire romain en tant que chef du monde, l'Empire romain qui traînait sur le monde. Donc Jules César a dit ça et c'est parti. Donc très souvent, vous allez voir que dans le cadre des communications, on répète les éléments en trio. C'est très important. Il y a plusieurs éléments qui rentrent dans le verbal. Là, je prends pour moi ce qui est essentiel et qui peut vous permettre de davantage mieux communiquer. Donc, l'utilisation des triades est très, très importante. Il faut pouvoir intégrer les triades. Comme je disais, les triades, ça peut être trois qualificatifs, ça peut être trois mots qui s'enchaînent, ça peut être la répétition de trois éléments. Et donc, ça me permet donc d'enchaîner sur le deuxième ingrédient qui est super important, deuxième ingrédient du verbal, qui est la répétition. La répétition est une figure de style qui consiste simplement à répéter les mêmes choses pour mettre de l'emphase sur cette chose qu'on est en train de déclarer. J'aime bien les discours politiques et s'il y a l'un des discours qui est le plus célèbre et qui est peut-être connu de tout le monde, c'est le fameux discours I have a dream. Vous allez voir que c'était pas ça le titre du discours, mais seulement parce que Martin Luther King avait dit I have a dream that, tac, tac, tac. I have a dream that, tac, tac, tac. I have a dream. Il a répété ça plusieurs fois et c'est ce qui est resté mémorable chez les gens. Pourquoi est-ce que c'est important de répéter ce qu'on dit pour mettre l'emphase sur un point spécifique? Simplement parce que lorsque vous répétez quelque chose, le cerveau finit par l'accepter comme étant une réalité. En psychologie, on va donc vous parler de l'effet de la vérité illusoire ou l'effet de validation. Alors, les personnes qui sont péjoratives parlent d'effet de vérité illusoire, ceux qui critiquent la publicité parce qu'ils disent que la publicité consiste à rendre illusoire une vérité qui ne l'est pas forcément. Et ils vous diront que, par exemple, quand on répète la même publicité qui passe tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous êtes convaincu que c'est ce qu'il vous faut. Si on vous parle d'un produit, à un moment donné, vous êtes convaincu que c'est ce produit dont vous avez besoin. Vous voyez le produit partout, en images, en spot publicitaire, à la télé, sur les banderoles, les affiches. C'est la répétition. Donc, ceux-là disent, c'est l'effet de la vérité illusoire. Par contre, il y a ceux qui ont théorisé cet effet psychologique parlent de l'effet de validation. Que la répétition permet de valider le point, permet d'accepter le point qui est présenté. Donc, voilà un autre ingrédient important du verbal que je vous suggère d'utiliser lorsque vous communiquez. Donc, j'ai parlé du premier pilier qui est le pilier verbal. Et j'ai cité trois ingrédients principaux. Il y en a d'autres. Quand je forme dans l'académie, on va beaucoup plus loin. J'ai dit le premier pilier, ce sont les mots qu'on utilise. Parce qu'on sait que quand on vient vendre, quand on communique, il y a des mots forts qui doivent revenir. Il y a certains mots qu'on évite de prononcer pour ne pas, par exemple, braquer le prospect. Donc, il y a les mots.
Et la deuxième chose, j'ai parlé des triades, ce qui est très important, de répéter les éléments en trio, en trois. Et le troisième pilier que j'ai évoqué, c'est le pilier c'est la répétition. C'est une figure de style importante dans le cadre de la vente. Voilà en ce qui concerne le pilier verbal en matière de communication orale. Le deuxième pilier, j'ai dit, c'est le vocal. Le vocal renvoie à tout ce qui porte les mots. Les mots que je prononce à l'instant sont portés par un volume, par exemple, sont portés par un ton qui peut être un ton aigu ou bien un ton grave. Donc, les ingrédients donc, qui rentrent au niveau du pilier vocal, je parlerai du volume. Le volume est quelque chose d'essentiel en matière de communication et je pense que nous le savons tous. Parce que lorsqu'on communique, c'est un peu comme si on avait placé imaginez un speaker, un haut-parleur qui est proche de vos oreilles. Si le volume n'est pas bien réglé, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez avoir soit mal aux oreilles, soit ne pas écouter ce qui est en train d'être dit. Donc, le volume doit être dosé en fonction de la distance avec le prospect, en fonction de si on est dans une salle de conférence, si on a un micro, on a un haut-parleur ou pas, etc. Tous ces éléments doivent être pris en compte dans le cadre de la communication. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on communique, si le volume reste permanent, au même niveau, ça peut finir par devenir quelque chose une sorte d'hypnose qui vous amènera plutôt à dormir plutôt que de rester éveillé. C'est pourquoi il est important de varier son volume de temps en temps. Un coup, on peut parler avec un volume élevé et un coup, on peut revenir et parler beaucoup plus bas. La variation vocale est importante à chaque fois où on communique. Donc, premier ingrédient dont je vous parle, c'est le volume. Le deuxième ingrédient, c'est le débit vocal. Le débit vocal renvoie à quoi? Eh bien, le débit renvoie simplement au nombre de mots qu'on émet par minute. Vous savez qu'il y a des personnes qui parlent beaucoup très vite, il y en a qui parlent beaucoup trop lentement, il y en a qui réussissent à être au milieu. En matière de communication orale, il est important de varier également son débit. Lorsqu'on fait une présentation commerciale, lorsqu'on veut vendre, c'est bien qu'on ait une médiane de débit, 150 à 160 mots par minute, c'est ce qui est prescrit. Mais de temps en temps, il doit y avoir des périodes de pic et des périodes vraiment de plancher. Pendant la période de pic, quelque chose de fort, vous devez pouvoir augmenter votre débit, c'est-à-dire parler un peu plus vite. Et pendant les périodes également de plancher, vous pouvez ralentir votre débit pour insister sur un élément spécifique. Là, j'ai ralenti mon débit et tantôt, je l'avais accéléré. Donc, le débit vocal doit être également varié. Le débit et le volume sont les deux ingrédients fondamentaux qui assurent la variété vocale. Je reprends. Le volume et le débit sont les deux éléments, les deux ingrédients qui assurent la variété vocale. C'est dessus qu'il faut jouer lorsque vous voulez varier votre voix. J'ai parlé de volume tout à l'heure. Si je dois enchaîner les deux, je vais par exemple dire, lorsqu'on arrive à un temps fort, on peut choisir. Le temps fort de notre présentation peut être marqué soit par une accélération du débit et une augmentation du volume, soit par une baisse du débit et une baisse de volume. Dans tous les cas, il faut vous assurer de varier votre voix. Sinon, la monotonie finit par faire dormir les personnes qui nous écoutent. Et comme j'aime souvent le dire, vous savez, en matière de prise de parole en public, la prise de parole en public, la communication orale est exactement comme la musique. Imaginez-vous suivre une musique qui est monotone, une musique qui joue sur la même gamme du début à la fin, le même son, à aucun moment il y a de variété, ça finit par vous endormir. Alors, quand vous communiquez également, il est important de vous assurer que vous ne restez pas monotone. Vous devez pouvoir varier de temps en temps le volume avec le débit pour marquer
des instants forts de votre communication. Donc, deux piliers déjà cités. J'ai parlé du volume et ensuite du débit. Le troisième pilier dont je vais vous parler est l'un des piliers les plus importants en matière de communication orale. C'est les pauses ou silence. Selon la durée, on pourra parler d'une pause ou d'un silence. Les pauses sont le secret des grands communicateurs. Tous les grands communicateurs du monde, les meilleurs vendeurs, les meilleurs pitchers de projets savent le rôle des pauses et des silences dans le cadre de leur communication. Parfois, on arrive, on débite des mots comme une mitraillette et à la fin, on est un peu soi-même perdu. Mais quand on sait qu'il y a des punchlines, il y a des phrases fortes, il y a des moments où il faut marquer l'expression, il faut marquer sa présentation, il faut marquer sa communication. Tenez, je viens de faire une triade. Eh bien, il faut à ce moment-là faire une pause pour que la connexion émotionnelle avec l'audience ou le prospect soit plus poussée. Quand vous faites un silence, ça entraîne le questionnement. Ça suscite l'attention. Vous savez, c'est ce qui est rare qui attire. C'est ce qui est rare qui attire. Et on dit aussi en économie que c'est ce qui est rare qui a plus de valeur. C'est peut-être la raison pour laquelle ça attire. Quand j'évoque la rareté ici, vous voyez très bien que je suis en train de communiquer, je suis en train de parler, je suis en train de débiter des mots. Et pendant que je le fais, ce qui est présent à cet instant, ce sont les mots. Il y a un son, j'émets des sons, etc. Mais lorsque je me tais, il y a un silence. Il n'y a plus de mots. Et du coup, vous levez la tête. J'ai vu Delphine lever la tête et se demander, mais que se passe-t-il? C'est ça la puissance du silence dans la communication. C'est que vous parlez et quand vous dites quelque chose de super intéressant, vous vous arrêtez pour que les gens s'éveillent et qu'ils se demandent mais que se passe-t-il et qu'ils aient envie de savoir ce que vous allez dire, quel est le mot que vous allez prononcer par la suite, qu'est-ce que vous allez dire à cet instant précis. Ils sont là, ils ont faim, ils ont soif, ils attendent que vous parliez. La pause, le silence, super important. C'est le troisième ingrédient du pilier vocal. Et un homme comme Steve Jobs a su tellement l'utiliser. Vous savez, Steve Jobs a fait que les psychologues théorisent un élément qu'ils ont appelé le champ de distorsion de la réalité. On dit que Steve Jobs avait la capacité tellement persuasive, poussée, qu'ils ont créé ce qu'ils ont appelé, ils ont dit qu'il créait un champ de distorsion de la réalité quand il faisait ses présentations. Il n'était pas qu'un génie au sens de l'innovation. Non, mais il était surtout un magicien de la présentation commerciale. Et la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons tous être des magiciens de la présentation commerciale. Donc voilà, j'ai fini avec le deuxième pilier qui est le pilier vocal. Comme je vous le dis, il y a plusieurs éléments. J'ai toute une académie de formation, donc il y a plusieurs éléments que je vois en profondeur avec les personnes que je forme pour chaque pilier. Après le pilier vocal, on va donc passer au troisième pilier qui est le pilier visuel. Le pilier visuel est peut-être le plus important de tous, le plus important de tous les piliers. Pourquoi? Parce que je vous envoie juste observer. Je pense que si vous êtes tous ici, je vois les gens de mon réseau, je vois Abdoul, Christian. Si vous êtes ici, c'est sans doute parce que vous avez vu notre communication. Vous avez vu la communication qu'a faite Émilie, vous avez vu la communication que j'ai faite. Elle était accompagnée d'une image. On a mis la communication, le texte, ensuite une image. Vous allez voir sur les réseaux sociaux que ce qui se passe, c'est que les éléments qui sont les publications les plus intéressantes sont celles qui, premièrement, sont faites en vidéo. Les vidéos sont plus engageantes,
que toute autre chose. Ensuite, viennent quoi? Viennent les photos, les images, les photos et enfin les textes. Les textes sont beaucoup moins engageants. Pourquoi? Parce que l'image parle beaucoup plus que les mots. C'est pour ça que quand j'arrive au pilier visuel, je vais vous donner des éléments qui vont renvoyer justement à l'aspect image de votre présentation en tant que communicateur, en tant que communicatrice dans le cadre d'une vente. N'oublions pas que le thème, c'est vendre sans vendre grâce au storytelling. Donc, lorsque on sait que la dimension visuelle est super importante en matière de communication orale, il est donc important de jouer sur cet aspect. Au niveau du pilier visuel, je vais vous donner aussi 3 ingrédients sur la panoplie qui existe. Alors, le premier ingrédient dont je vais vous parler au niveau du visuel, c'est l'expression du visage. L'expression du visage rentre dans le pilier visuel en ce sens que lorsque vous présentez devant les gens, devant un prospect, une présentation commerciale, le prospect écoute vos paroles, il sent votre volume et il voit votre visage. Et donc, les psychologues et les neuroscientifiques expliquent que la meilleure façon de communiquer des émotions, c'est par l'expression du visage. Pour ceux qui ont fait souvent des formations sur l'intelligence émotionnelle et tout ce qui renvoie à l'émotion, vous allez voir qu'en général, qu'est-ce qu'on fait? On présente chacune des émotions par l'expression faciale. Pourquoi est-ce que les émoticônes sont arrivés? Les émoticônes, c'est quoi? Eh bien, c'est l'expression du visage. Sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, vous avez les émoticônes, c'est l'expression du visage. C'est la meilleure façon de communiquer une émotion. Ah, tenez, la vidéo que j'ai publiée aujourd'hui sur ma page, c'est justement la contagion émotionnelle. La meilleure façon de contaminer les autres émotionnellement, c'est l'expression de votre visage. Si vous avez une expression du visage qui est triste, les autres auront tendance à ressentir la tristesse également. Si vous avez une expression du visage qui est ouverte, qui est joyeuse, qui est gaie, les autres auront tendance à recevoir la même chose. Donc, l'expression du visage lorsqu'on communique en matière de communication orale est super importante. C'est l'un des ingrédients les plus importants au niveau du pilier visuel. L'expression de votre visage doit être en ligne avec les mots que vous êtes en train de prononcer. Parce que si vous dites que je suis content, je suis très content que vous soyez là. Je suis vraiment content de vous voir, que vous soyez là si nombreux. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'être content quand je dis ça? Non. Alors que si je dis je suis content que vous soyez là, je suis content que vous ayez donné de votre temps, je suis content que vous soyez aussi nombreux, présents ici, je suis content, c'est beaucoup plus expressif et ça vous communique quelque chose. Donc l'expression du visage est super importante. Premier ingrédient du pilier. Le deuxième ingrédient dont je vais parler dans le cadre de votre présentation, c'est la gestuelle des mains. Quand je parle de gestuelle, c'est vraiment les mains. C'est ce que font vos mains quand vous présentez. Une fois de plus, on parle du pilier visuel, donc ce que les autres voient pendant que nous sommes en train de présenter. Les gestes de la main sont super importants lorsqu'on fait une présentation commerciale, lorsqu'on fait une présentation orale, lorsqu'on parle en public. Pourquoi? Il y a une étude qui a été menée par TED, je pense que vous connaissez tous l'organisme TED qui donne l'opportunité aux gens de parler en public, de faire des présentations sur des thématiques variées. L'étude a révélé que les vidéos les plus regardées sur YouTube, les vidéos de TED les plus regardées sur YouTube, les vidéos qui ont le plus de vues, ne sont pas les vidéos dont les présentateurs étaient peut-être des personnes très connues. Non, ce n'est pas parce que la personne était très connue que sa vidéo est le plus regardée. Ce n'est pas parce que le thème était un thème très couru que la vidéo est regardée. Non. Ce n'est pas parce que la personne était bien habillée que la vidéo est regardée. Non. Est-ce que quelqu'un peut imaginer pourquoi est-ce que la vidéo était très bien regardée, était le plus regardée? À cause de ça.
les gestes de la main. Les vidéos de tête les plus vues sur YouTube sont les vidéos où il y a plus de gestes de la main qui accompagnent la présentation. Donc, c'est les vidéos dans lesquelles les présentateurs, les oratrices et les orateurs ont utilisé beaucoup de gestuels de main. Ils ont beaucoup fait de gestes de la main. Et on a vu, je crois, pour ne pas me tromper sur le chiffre, mais je pense qu'il y avait une différence presque de 200 gestes en plus. Les vidéos les plus regardées avaient en moyenne environ 452 et les vidéos les moins regardées étaient autour de 200 et poussière. Je ne me rappelle pas très bien du chiffre, on n'est pas dit de conneries, mais c'était à peu près 200 gestes en plus de la main qu'avaient les vidéos les plus regardées. Comme quoi les gestes de la main jouent un rôle capital dans votre présentation. Donc, quand j'ai parlé de la gestuelle, je parle des gestes de la main. Donc, premier ingrédient du pilier visuel, j'ai parlé de l'expression du visage, l'expression faciale. Le deuxième ingrédient, j'ai parlé des gestes de la main. Et le troisième ingrédient dont je vais vous parler dans le cadre du visuel, ce n'est pas le moins important, c'est peut-être parfois le plus important parce qu'il crée ce qu'on appelle l'effet halo, c'est votre apparence physique. L'apparence physique au sens de tenue vestimentaire. Le choix de la tenue vestimentaire dépend de deux éléments fondamentaux. En général, surtout ici en Occident, on voit très bien que les tenues classe, quand tu es un vendeur, on aime te voir en veste. Tiens, je vois la photo de Eric Lacoussière, c'est très bien mis, il est en veste, cravate, c'est super. Donc, en général, vous allez voir que c'est comme ça que les vendeurs s'habillent. Pourquoi? Parce que cette tenue, une veste, un 3 pièces, une cravate, un nœud papillon bien mis, la tenue renvoie à quoi? Ça renvoie à du sérieux. C'est que quand on voit quelqu'un qui a cette tenue vestimentaire, tout de suite, on lui donne des crédits, on lui donne de l'avance sur les autres et ça crée un effet halo positif. En matière de, je ne sais pas si vous connaissez l'effet halo, c'est un effet psychologique qui renvoie à l'effet de la première bonne impression. On n'a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Et la première impression qu'on a d'un individu nous permettra d'évaluer la suite de ce qu'il nous dira. Donc, nous allons évaluer les propos, la présentation commerciale à la lumière de l'impression que nous avons eue de l'individu que nous avons rencontré pour la première fois. Voilà comment ça se passe dans la tête de vos prospects, de vos futurs clients. Ils vous évaluent ainsi. Donc, la tenue vestimentaire, j'ai dit le premier point, c'est en fonction de l'environnement. Quel est le type de personne qu'on va rencontrer? C'est super important, mais ça tient aussi à ce que, est-ce que vous êtes à l'aise dans cette tenue? Ce sont les deux éléments à prendre en compte. Parce que c'est clair qu'il faut se faire violence pour donner ce qu'attend le prospect. C'est-à-dire que si vous venez parler à quelqu'un qui est toujours classe, toujours bien mis, qui est un banquier, vous voulez lui présenter votre projet, les banquiers en général sont toujours en veste en 3 pièces ou en 2 pièces avec cravate. Vous devriez vous habiller comme la personne pour que la personne se reconnaisse en vous et ait un effet halo positif. Cependant, le choix de votre tenue doit vous permettre à vous d'être à l'aise dans votre présentation. Parce que si vous mettez quelque chose qui vous sert, qui vous tient peut-être le cou, vous n'êtes pas habitué à ça, vous allez avoir du mal à faire votre présentation librement parce que vous êtes prisonnier de votre tenue. Donc, vous devez intégrer le fait qu'il est important d'être à l'aise soi-même dans le choix de la tenue, tout en s'assurant que la tenue qu'on met est une tenue qui est comprise par la personne avec qui on va. Donc, voilà les 3 piliers de la communication orale, les 3 piliers de la prise de parole en public que je vous ai donnés avec certains ingrédients. Et dans le cadre de l'académie, on va vraiment plus loin avec ces éléments-là, avec des effets psychologiques très poussés et de neurosciences. Donc, c'était la fin de la première partie de ma présentation. Je vais revenir et vous parler donc du storytelling que j'ai utilisé pour vendre des idées, des projets et pour gagner même le concours ici au niveau d'Amérique du Nord de prise de parole en public. C'est une superbe technique et j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin pour en bénéficier. Merci Émilie, à toi la parole. S'il y a des questions, je ne sais pas comment ça marche. Est-ce qu'on prend les questions tout de suite? Est-ce qu'il y en a?
Ok, je vois des yes très clairs. Joe, yep, je comprends tout cela. Super. Oui, c'est hyper clair. Authenticité, vulnérabilité, très accessible, oui, clair. Ok, ou le moi, parfait. Ok, merci Brice, je vois des remerciements. Ok, je pense que s'il y a des questions, vous allez noter et comme ça, sur la fin, il y aura une session de questions-réponses. Je pense que ce serait intéressant comme ça. Ok, merci Émilie, à toi. Yes, merci Brice. Super intéressant. Fait que, hey, je suis de retour. Donc, maintenant, je veux te parler vraiment de comment écrire ton histoire, comment la rédiger. OK? Donc, avant de commencer, tu peux te demander, là, est-ce que tu veux raconter ton histoire à toi de ton parcours dans, tu sais, quand tu as rentré dans ton projet, quand tu as eu l'idée, quand tu t'es lancé, puis jusqu'à maintenant, où est-ce que tu es rendu? Ça, c'est une histoire en soi, c'est un parcours en soi. Ah, on a Delphine qui dit « Je dois quitter bientôt. Est-ce que l'enregistrement sera sur l'événement? Vraiment intéressant. » Oui, je suis en train de l'enregistrer, donc on va le mettre sur l'événement, on va le mettre sur mon groupe Facebook, sur les pages à Brice aussi. On va le mettre partout. Normalement, tu devrais le trouver. Pour tout le monde, dans le fond, si jamais vous devez quitter, même chose. Super. Donc, tu peux te demander, en fait, ton parcours en soi, c'est une histoire. Donc, est-ce que tu veux raconter cette histoire-là? Ou est-ce que tu préfères raconter un autre type d'histoire que tu peux agencer à ton service ou ton produit? OK? Donc, je vais te donner un peu les 7 les principaux types d'histoires qui existent en ce moment, pour les mettre dans des catégories générales. Tu vas pouvoir voir, faire des liens entre ces histoires-là, ton produit-service, ou bref, décider de raconter ton parcours de cette façon-là. Tu vas voir les types d'histoires, puis ensuite, je vais t'expliquer vraiment là, comment avoir une structure quand tu vas la raconter, puis comment l'écrire bien pour que les gens te lisent du début à la fin, que ça reste intéressant, puis que, bref, ton histoire fonctionne, fasse son chemin, que les gens la reconnaissent, s'en rappellent, etc. Okay? Donc, les 7 types d'histoires. La première, la plus connue, la plus facile, c'est le héros contre le méchant. Okay? Donc, dans ton histoire à toi, ça peut être, comme je te dis, ça peut être toi. Si tu as passé par-dessus, je ne sais pas, une certaine compétition, tu es devenu la référence numéro 1, bien, ça peut être ça. Ça peut être un genre d'histoire que tu peux utiliser pour te présenter. Sinon, ça peut être par rapport à ton produit, ton service, comme je te dis, si tu avais une compétition, un compétiteur, que tu as justement tu es allé en haut, tu as réussi, tu as surpassé, ben, dans le fond, tu peux le présenter comme ça. Il y a aussi d'autres façons que tu peux le présenter pour chacune des histoires, là, mais là, je fais un petit peu ça vite parce que je veux vraiment y aller plus dans comment l'écrire. Je sais que c'est beaucoup plus ça qui est difficile, de vraiment mettre ça en mots, puis là, quels mots j'utilise, quelle structure. Fait que je veux rentrer là-dedans rapidement. Okay? Donc, la première histoire, héros contre le méchant. Souvent, ça va être justement quelqu'un de super gentil, quelqu'un de positif et tout ça, qui va se ramasser contre, la force du diable, là, puis bref, il va surpasser, il va réussir à vaincre le méchant pour avoir une belle vie, avoir une belle fin à l'histoire. Okay? Deuxième sorte d'histoire, c'est vraiment le underdog qui a un talent et que sa vie change complètement parce que là, son talent lui permet de réussir malgré toutes les épreuves, malgré que lui, c'est quelqu'un qui est vraiment pas connu. Parfois, il va se mettre contre quelqu'un qui est super connu, qui a un talent similaire, mais même s'il est un underdog, il va réussir à passer par-dessus et à faire sa place. Donc ça, c'est le deuxième type d'histoire. Donc, encore une fois, si tu es quelqu'un, mettons, comme moi, qui a lâché l'université et qui maintenant réussit bien dans son projet, dans sa business et tout ça, ben, c'est un peu un underdog. Moi, je n'étais pas connue, j'ai aucun rapport, j'ai comme 20 ans, j'ai 22 ans maintenant, mais j'ai commencé jeune. Donc, puis maintenant, ben, je suis rendue comme super établie et tout va bien. Okay? Fait que ça peut être quelque chose grâce à mon talent. Fait que toi, si tu as ton talent qui est ton expertise, ça peut être la même chose, tu peux comparer puis faire une histoire autour de ça. Okay? Ensuite, troisième type d'histoire, c'est la quête ou l'aventure qu'on peut dire. Okay? Ça, c'est vraiment un héros qui a souvent sa gang d'amis autour, ou ça peut être sa famille, mais bref, il y a des gens qui l'accompagnent dans son aventure. Puis, il recherche un trésor ou quelque chose de caché ou le secret tant attendu. Là, il recherche quelque chose de rare, de prisé. Okay? Ce qui se passe, c'est que dans le fond, c'est que l'histoire, ça va être lui avec ses amis qui font toutes leurs péripéties, toutes leurs aventures. C'est ça qu'on va les voir, passer au travers dans toute l'histoire. Okay? Puis souvent, c'est qu'ils vont réussir soit à trouver ça
ou bref, il va arriver des choses, ils vont pas y arriver, puis il va y avoir une continuité à l'histoire plus loin, puis là, c'est comme l'histoire est faite selon les aventures, les péripéties qu'ils ont au travers de leur point A au point B, qui est de trouver le trésor, par exemple. Okay? Fait que c'est vraiment une aventure. Quatrième type d'histoire, c'est dans un monde qui est comme extraterrestre, si je peux dire. Okay? Fait que c'est comme des gens qui se ramassent dans un monde qui est pas du tout le monde normal, la réalité dans laquelle on est. Puis ils doivent revenir sur la Terre. Ils doivent revenir dans le monde réel. Okay? Fait que, un exemple, ça peut être Alice au pays des merveilles. Fait qu'ils se ramassent dans un monde qui n'est pas le nôtre et doit revenir à notre monde aujourd'hui. Okay? Cinquième sorte d'histoire, c'est la comédie. Donc, c'est vraiment il y a comme une confusion à quelque part qui fait qu'il y a deux gens qui s'aiment, qui ne peuvent pas se retrouver et être ensemble. Et là, ils doivent passer par-dessus la confusion, clarifier les choses. Bref, ils doivent régler certaines choses pour qu'ils puissent être ensemble. Okay? Fait que là, c'est vraiment la comédie au sens du type de film, pas la comédie dans le sens haha, c'est drôle. Okay? Il y a une différence entre les deux. Fait que ce type de comédie-là, c'est vraiment au niveau, souvent, ça va être des comédies romantiques, fait que ça va être des gens qui veulent pouvoir se retrouver ensemble. Fait que ça peut être une histoire si ton partenaire est involved dans ta business, ben, ça peut être quelque chose que tu peux aller exploiter comme angle pour ton histoire. Okay? Sixième histoire, la tragédie. Fait que quoi de mieux que Roméo et Juliette pour donner un exemple? Je pense que ça parle assez toute seule. Donc, c'est vraiment une histoire qui est dramatique. Fait que souvent, c'est ça va vraiment te prendre par les émotions, ça va t'accrocher tout le long, tu veux savoir qu'est-ce qui arrive, mais à la fin, tu vas pas nécessairement être satisfait parce que c'est le drame. Fait que ça, c'est vraiment ce type-là. Et le dernier type, c'est vraiment ce que j'appelle la renaissance, un monde nouveau, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est vraiment une menace qui plane au-dessus de, je sais pas moi, une ville. Puis qui est en train de gagner, de prendre sa place, vraiment de menacer la ville jusqu'à la dernière minute où là, il se passe quelque chose et finalement, la ville, tout est beau, happy ending, tout va bien, la menace s'en va ou est tuée, peu importe c'est quoi le principe, là. Mais c'est que dans le fond, ça part d'une grande menace, quelque chose qui plane de super négatif et ça termine en histoire super bien réglée, tout va bien. Okay? Donc ça, c'est les 7 types d'histoires. Comme je te dis, tu peux les utiliser pour parler de ton parcours, dépendamment s'il y a des points qui te rejoignent dans ton histoire à toi par rapport à ton parcours. Et sinon, tu peux l'utiliser vraiment pour quand tu vends ton service, quand tu vends tes produits, tu peux créer une histoire justement qui va bien intégrer ton produit à l'intérieur de cette histoire-là, de ce type d'histoire-là qui est en lien avec ce que tu as à offrir. Okay? Donc, maintenant, la structure. Comment est-ce que tu vas structurer cette histoire-là? Okay, là, tu choisis, mettons, ton type d'histoire, comment tu veux le raconter, comment tu veux le présenter. Maintenant, comment tu le structures? Okay? Quand tu vas écrire, c'est super important, tu veux tout de suite attirer l'attention des gens sur ton histoire. Okay? Quand tu vas écrire quelque chose, ça marche. Ça, c'est bon pour tout ce que tu vas écrire. Okay? Un courriel, une publication sur Facebook, une bio, ton histoire, peu importe. Okay? Tu veux tout de suite commencer dans le vif du sujet. Okay? Donc, si dans ton histoire, par exemple, je sais pas, tu tombes, tu déboules des escaliers à m'amener dans ton histoire. Okay? Je fais vraiment des exemples, là, genre sortis de ma tête, improvisés. Mais ça, tu veux pas commencer par « Ah, je marchais tranquillement et là, oups, la marche et je suis tombée ». Ça, c'est beaucoup moins fort que si tu commences à... je déboule des escaliers, je me réveille, j'étais en bas de l'escalier, puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, tu es comme, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux le savoir. Tu es déjà dans le vif, tu es dans le drame, dans la partie de l'action de ton histoire. C'est ça qui va faire que les gens vont te lire, vont continuer, vont vouloir en savoir plus. Okay? Donc, première chose, ça va être vraiment de te mettre dans l'idée que tu dois commencer par quelque chose qui punch. Okay? Pour dire ça comme ça. Deuxième chose, tu ne veux pas, quand tu écris, tu ne veux pas mettre énormément de détails s'ils ne sont pas essentiels et importants. Okay? Ce que je veux dire par là, tu dois raconter, tu sais, où est-ce que l'histoire commence, c'est qui les personnages de l'histoire, de quoi tu parles, le sujet et tout ça. Mais tous les détails qui ne sont pas essentiels, qui n'apportent pas quelque chose de nouveau à l'histoire, qui ne permettent pas de comprendre de façon plus approfondie une partie de l'histoire,
qui sont pas quelque chose pour amener justement l'attention, amener du drame dans ton histoire. Tout ce qui est ce que j'appelle du fluff, bien, il faut que tu l'enlèves. Okay? Il faut que tu ailles quand même assez straight to the point à ton histoire. C'est quoi le but. Okay? Souvent, ce que je dis, c'est que quand j'écris, je me demande tout le temps si chaque mot et chaque phrase est là pour une raison. Okay? Chaque mot, chaque phrase doit avoir sa propre puissance, sa propre raison d'être, qui va faire en sorte que quand tu vas écrire, tu vas lire, tu vas tout le temps continuer de lire parce que chaque phrase t'apprend quelque chose de nouveau, te précise quelque chose, te donne le goût de lire la ligne suivante. Okay? Si tu passes une phrase ou plusieurs phrases à lire puis que on dirait que c'est comme, OK, tu me rajoutes des détails sur, genre, la composition de l'arbre, mais je m'en fous de l'arbre. Tu sais, dans le fond, c'est pas important dans ton histoire, l'arbre, c'est quel arbre, OK? Mais flush ces informations-là, c'est vraiment pas important, OK? Chaque mot, chaque phrase que tu utilises, que tu mets dans ton texte doit être là pour une bonne raison, OK? Super important, on va y revenir. Donc, maintenant, quand tu commences à présenter ton histoire, il faut que tu commences par le début. Okay? On voit souvent dans les contes « Il était une fois ». Bon, c'est un bon début. C'est sûr que tout le monde l'utilise, donc je te conseille de trouver quelque chose de plus original. Mais le point, c'est que tu dois commencer en présentant comment était la vie avant. Okay? Parce que quand tu racontes une histoire, il y a un point A, puis il y a un point Z. Okay? Donc, tu pars du début, tu t'en vas à la fin de l'histoire. Donc, au début de l'histoire, c'est pas pareil qu'à la fin. Donc, au début, tu veux vraiment expliquer qu'est-ce qui se passe, comment c'est au début de l'histoire. Okay? Donc, tu vas vraiment dire, il était une fois, ou bref, il se passait ça. C'est là que tu vas présenter le setting qu'on appelle, donc vraiment l'environnement dans lequel ça se passe, le contexte dans lequel ça se passe ton histoire et les personnages. Okay? Et là, tu vas continuer. Donc, moi, j'ai quelques phrases préfaites que tu peux plugger ici et là. Donc, la première étant « Il était une fois ». La deuxième étant « Et tous les jours », 3 petits points. Donc là, tu continues. Donc là, tu présentes. Il était une fois, on était dans un champ avec mon meilleur ami. Et tous les jours, on ramassait le blé. OK? On récoltait le blé. Donc là, tu continues. OK, qu'est-ce que vous faisiez? Parfait. Ensuite, il y a un changement. OK? Donc, il y a une aventure qui se passe dans ton histoire. Donc, tu présentes comment ça se passe. Ensuite, tu vas expliquer qu'est-ce qui a changé. Okay? Pour te rendre à la fin de ton histoire, qui est différente du début, il faut qu'il y ait un changement quelque part. Donc, tu vas focuser là-dessus. Donc, j'ai la phrase « Et puis un jour ». Donc, et puis un jour, on a trouvé une marmotte dans le champ. Okay? Donc, tu continues comme ça. On a trouvé une marmotte. Ensuite, et à cause de ça, ou et grâce à ça, fait que là, mettons, et grâce à ça, on a adopté un nouvel animal de compagnie, c'est la marmotte. On l'a adopté. Yes! Fait que tu continues comme ça. Okay? Tu expliques qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le changement, puis qu'est-ce que ça t'a apporté. À cause de ça et grâce à ça, c'est une phrase qui te permet de regarder c'est quoi que ça l'a causé, donc qu'est-ce que ça l'a fait, que tu aies trouvé la marmotte. Ou grâce à ça, donc qu'est-ce que ça t'a apporté, donc on a adopté un nouvel animal de compagnie. Yes, on est content. Okay? Ensuite, tu vas pouvoir parler de la vie maintenant. Okay? Fait que c'est divisé en trois. La structure est divisée en trois comme piliers, on va dire ça comme ça, mais en trois piliers. Donc, ensuite, tu parles de la vie maintenant. Donc, tu vas dire « et depuis ». Donc, et depuis ce temps-là, depuis qu'on a adopté la marmotte, on joue à tous les jours avec dehors, c'est vraiment le fun. Et la morale de l'histoire est, quand tu trouves une marmotte, ben, ça porte chance parce que ça peut devenir un ami pour toute ta vie. OK? Fait que là, moi, je dis n'importe quoi, c'est vraiment improvisé, là. Mais tu comprends le principe. OK? Donc, les phrases ici, c'était « et depuis », 3 petits points. Et la morale de l'histoire est 3 petits points. OK? Donc, ça, c'est comme la conclusion. C'est pas obligé d'être une morale, mais c'est une conclusion. OK? Donc, si je recap ce que je viens de dire, donc, tu as la vie avant. OK? Donc, l'histoire au début, la situation initiale, souvent qu'on va dire. Ensuite, tu as le changement. Donc, qu'est-ce qui se passe, l'aventure, bref, c'est quoi qui est arrivé. Okay? Et ensuite, la vie maintenant. Donc, par après, une fois qu'il y a eu ce changement-là, ben, comment est ta vie, à quoi ça ressemble, c'est quoi, qu'est-ce que tu en retires, c'est quoi la finalité, c'est quoi que tu voulais dire. Okay? C'était quoi ton objectif en racontant ton histoire. Okay? Parce que, of course, tu ne veux pas raconter une histoire si tu n'as pas un objectif derrière. Okay? Super important, on ne raconte pas des choses pour raconter des choses, on raconte des choses quand on a quelque chose à dire. Moi, c'est ça, il n'y a rien de plus qui m'horripile le plus que quand les gens parlent pour rien dire. Fait que voilà.
Super. Donc, maintenant que tu as les types d'histoires, que tu sais un peu comment structurer ton histoire, c'est vraiment une façon qui est plus, basic, là, mais c'est parce que tu vas straight to the point, puis c'est ça qui est important. Tu ne veux pas perdre du temps sur des détails qui ne sont pas importants. Okay? Donc, maintenant que tu as ça, comment est-ce que tu vas intégrer des émotions dans ton histoire? C'est super important parce que, encore une fois, quand tu écris, tu ne peux pas gestualiser comme ça. Tu ne peux pas parler, tu n'as pas un ton de voix, tu n'as pas un débit de voix, hein, comme Brice nous explique, c'est super important, mais à l'écrit, tu ne peux pas avoir tous ces éléments-là. Donc, comment est-ce que tu fais pour que ton histoire, pour que les gens ressentent ce qu'ils doivent ressentir dans ton histoire, pour que les gens se connectent à la même émotion que toi quand tu as vécu ton histoire? Comment tu fais pour que les gens veulent te lire de ligne en ligne, puis qu'ils continuent de te lire, qu'ils ne te lâchent pas? Super important, c'est le côté émotionnel. Okay? En copywriting, ce qu'on dit énormément, c'est que quand tu écris, c'est pas t'écris comme full professionnel, corporatif, là, des beaux mots, des mots longs, des mots compliqués, parce que tu veux avoir l'air professionnel. C'est tout le contraire. Okay? Ce que tu veux, c'est d'écrire d'une façon qui est conversationnelle. Okay? Donc, c'est exactement comme si je te parle en ce moment. Je te parle en ce moment. Quand je te dis « je te parle », ben, il y a une contraction, je ne dis pas « je te parle ». Okay? Donc, moi, ma façon à moi d'écrire, c'est vraiment, je fais ces contractions-là, je le fais vraiment comme je le parle. Okay? Tu n'es pas obligé d'y aller jusqu'à ce point-là. Je sais que ce n'est pas vraiment confortable là, de faire des contractions comme ça, mais tu peux y aller vraiment avec comment est-ce que tu structures tes phrases quand tu parles. Tu peux faire la même chose quand tu écris. Okay? C'est vraiment d'avoir une conversation. Si quand tu parles, tu as des gestuels comme ça, là, puis tu bouges beaucoup, tu peux mettre des emojis, ça va faire ressentir aux gens justement ta présence, ton émotion, parce que comme Brice l'a dit, les emojis, c'est une image, c'est comme ton visage, ça va remplacer un peu ce visuel-là qu'on n'a pas par écrit. Okay? Donc, tu mets plein d'emojis, puis ça met de la vie dans ton texte, puis juste à l'œil, c'est beaucoup plus attirant. C'est sûr qu'il ne faut pas que tu exagères. Okay? Des gens qui en mettent à toutes les lignes, puis en mettent comme 4 à chaque ligne, là, c'est comme, j'ai pas envie d'aller lire ça. On dirait on dirait un enfant de maternelle qui a comme tout mis genre, je m'amuse à cliquer sur les boutons du téléphone à ma mère, là, tu sais. Fait que tu veux pas exagérer comme ça, mais tu veux en saupoudrer ici et là dans ton texte, aux endroits où est-ce que tu veux mettre l'emphase, ou bien où est-ce qu'il se passe des choses super intéressantes. Ça va vraiment mettre de la vie, puis comme je te dis, transmettre les bonnes émotions au bon moment aux gens qui te lisent. Okay? Donc, super important. Deuxième chose, j'avais parlé d'enlever du fluff. OK? Donc, c'est sûr que tu ne peux pas ressentir une émotion s'il y a plein d'obstacles à travers qui t'empêchent de ressentir l'émotion. OK? Ici, les obstacles, c'est vraiment les mots qui ne sont pas importants et qui sont vraiment inutiles. Comme exemple, je pourrais te donner, là, c'est quand tu mets tous les mots qui finissent par « en », comme clairement, totalement, vraiment, je sais pas, là, compréhensiblement, je sais pas si c'est un mot, mais tous ces mots-là qui finissent par ENT, là, ça, c'est des mots qui sont très longs habituellement, puis qui, de façon générale, apportent pas vraiment une précision. OK? Dans le sens où, mettons, je suis totalement d'accord. Comment tu peux être d'accord partiellement? Ça marche pas. Ça marche pas. Tu peux pas être à moitié d'accord, OK? Donc, à ce moment-là, tu enlèves le mot totalement. Puis, ça va être beaucoup plus fort ton texte, OK? Fait que c'est vraiment dans cette optique-là que je dis enlève le fluff. Tout ce qui est pas utile, qui rapporte pas vraiment, qui rajoute pas à ta phrase, à ton mot, à ton verbe. Quand ça rajoute pas une précision, puis que c'est juste comme, OK, ça pourrait ne pas être là, bien, si ça pourrait ne pas être là, scrame dans la poubelle. Tu l'enlèves, OK? T'en as pas besoin. OK? Fait que c'est ça que je veux dire par le fluff. Ce que ça va faire, c'est que tu vas être beaucoup plus straight to the point, comme je dis tout le temps. Donc, c'est facile de juste avoir l'essentiel dans ce que tu lis, juste lire ce qui est essentiel, voir aussi quand tu lis, tu le vois, l'essentiel. Tu vas beaucoup plus t'en rappeler parce qu'il n'y a pas tous des petits détails à trier comme ça, puis des mots qui viennent s'enfarger, puis enlever le sens, puis perdre ta phrase dans le milieu de ta phrase parce que tu as trop de mots dedans. OK? Fait que tu veux vraiment juste faire le ménage puis que ça soit le plus simple possible à lire. Donc, tu veux pas mettre des mots compliqués, tu sais, des mots que tu cherches dans le dictionnaire puis tu essaies de comprendre ce que c'est. Tu veux pas mettre ça dans tes textes. De toute façon, quand tu parles, tu vas pas mettre un mot comme ça quand tu parles. Tu vas pas l'utiliser parce que
c'est tellement compliqué. Tu fais juste ça quand tu veux impressionner ton prof quand tu es à l'université, puis tu veux mettre un mot qui est impressionnant. Okay? Mais dans la vraie vie, tu le fais pas, et en copywriting, tu le fais pas non plus. Okay? Ensuite, ces mots-là vont briser la fluidité de ton texte. Okay? Ton texte, là, il se lit d'en haut jusqu'en bas. Et c'est super important qu'il y ait une ligne, là, comme une vague, là, on pourrait dire que ça coule bien. Okay? Ça coule bien, ça se suit bien, ça se lit bien. Puis pour t'assurer que ton texte est fluide, qu'il se lit bien comme ça, lis-le à haute voix. Okay? Quand tu vas le lire à haute voix, ça va être comme justement quand tu parles. Fait que là, tu vas réaliser si, ça bloque, il y a des bugs. Là. Quand j'écris, là, me semble que c'est pas aussi facile que quand je le dis. Parce que là, quand je lis le texte, c'est comme, je m'enfarge dans des mots, puis là, fait que là, tu vas rendre ça beaucoup plus simple. Tu vas dire, OK, comment j'aurais dit ça? Donc, oui, j'aurais dit ça comme ça. Bon, alors, vas-y, écris-le exactement comme ça. En lisant, tu vas entendre les sons aussi, OK? Les sons, c'est super important. Moi, je suis genre extra pour les rimes parce que c'est beau à l'oreille. Et quand tu le lis, tu as comme ta petite voix, là. Je sais pas, là, ils disent qu'il y a des gens qui l'ont, des gens qui l'ont pas, là. Dis-moi si tu l'as, OK? Est-ce que tu as la petite voix, tu sais, quand tu penses ou quand tu lis, là, tu t'entends, on dirait, le dire dans ta tête. Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que tu as ça? Moi, en tout cas, j'ai la petite voix, mais il y a une amie qui m'a dit qu'elle, elle n'a pas cette petite voix-là. Fait ça a l'air qu'il y a comme deux sortes de cerveaux, puis il y a des gens qui l'ont, des gens qui ne l'ont pas. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire s'il y a cette voix-là? On va voir si quelqu'un me répond. Ah! Anne-Marie a dit qu'elle a la petite voix. Yes! Yes! J'attendais quelqu'un qui me le dise. Parfait. Fait que tu sais de quoi je parle. Super. Donc, c'est ça que je dis. Tu vas t'entendre, tu vas entendre mes sons, tu vas voir aussi que ça bug, aussi que ça ne marche pas. Yes! Galaxy S9. Qui est-ce? Mais qui es-tu? Je comprends pas. Mais salut, puis cool, content que la petite voix, fait que tu comprends aussi ce que je veux dire. Donc, je te comprends, je me parle souvent tout seul. Yes, on est même famille. Moi, tout, je fais ça. OK, donc, moi, des fois, je me lève, puis je marche en rond chez nous, puis je me parle. Puis là, je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, je me parle, j'ai tellement... Une chance que j'ai des chats, j'ai l'air un petit peu moins folle, mais en fait, non. Probablement que ça... j'ai l'air plus folle. OK, je vais arrêter de parler, je m'enfonce. Fait que, ce que je voulais dire, donc, le fluff, revient à l'essentiel. Raccourcis les mots. Quand tu as le choix entre un mot qui est long, un mot qui est court, prends le mot qui est court. Toujours la façon la plus rapide d'arriver à dire ce que tu veux dire va être mieux. Okay? Plus ça te prend de temps à arriver à ton point, plus les gens ont le temps aussi de se perdre avant de se rendre à comprendre ce que tu voulais dire. Okay? Maintenant, il faut que tu utilises des mots qui sont puissants, qui sont percutants et qui sont émotionnels. OK? Donc, je te dis beaucoup, OK, ton texte doit être conversationnel, ça doit être comme tu parles à quelqu'un. Une façon de faire ça en passant, si tu ajoutes des parenthèses dans ton texte, puis là, tu mets des précisions, là, le fun, là, genre, j'ai-tu un exemple, là? Faudrait pas que... Un petit peu. Mettons, tu te dis, je suis allée au supermarché, je suis allée à l'épicerie, OK? On va dire ça de même. Je suis allée à l'épicerie. Puis là, tu mets en parenthèse, je sais pas moi, c'est fou à quel point il y avait personne à cause de la pandémie. Fait que là, tu mets une précision, mais ça, c'est une façon vraiment, c'est vraiment conversationnel. C'est propre au copywriting, de mettre des précisions comme ça qui sont comme punchées, puis ça te ramène, ça te rappelle qu'il y a quelqu'un qui te parle en arrière de ce texte-là. C'est pas juste un texte, il y a quelqu'un en arrière qui est comme j'ai une pensée en passant par rapport à ça. Fait que tu la rajoutes entre parenthèses. Okay? Donc, c'est ça. Ce que je disais, important d'utiliser des mots qui sont puissants, qui sont émotionnels et qui sont percutants. Okay? Ces mots-là, tu vas les trouver beaucoup en lien avec tes sentiments. Okay? Donc, si tu te sens, par exemple, rejeté, tu peux te sentir rejeté, tu peux te sentir abandonné. Ça, c'est des mots qui sont forts. Okay? Dès que tu dis abandonné ou rejeté, tu as quasiment une image de quelqu'un, d'un petit enfant qui se fait rejeter par ses amis dans la cour d'école, puis là, il s'en va se mettre tout seul comme ça dans son coin. Okay? Fait que c'est des mots qui sont forts comme ça que tu peux utiliser. Donc, Anne-Marie a dit rendre le texte vivant et personnel. Oui, exactement. C'est ça que tu veux faire. Puis, justement, tu peux utiliser des mots qui sont on dirait qu'ils sont là pour ça, ces mots-là. Okay? Sont tellement forts qu'on dirait qu'ils sont là pour ça. Fait qu'il faut que tu les utilises pour ça. Okay?
Donc, comme je te dis, être abandonné, se sentir rejeté, tu peux te sentir, je sais pas, accablé. Là, AGB dit même si on montre notre vulnérabilité en public. Oui, même chose, exactement. Ta vulnérabilité, pour toi, c'est un atout, c'est une force. Il n'y a pas grand monde qui se permette de se mettre de l'avant, puis d'être vulnérable, puis de parler ouvertement de leurs difficultés, de ce qui se passe en dedans d'eux. Alors toi, déjà, juste en faisant ça, tu te démarques de tous les autres, puis tous les gens vont avoir plus tendance à vouloir te suivre, à vouloir suivre ton parcours, comment tu évolues dans ce sentiment-là, dans cette situation-là. Les gens qui vivent des choses similaires vont se reconnaître à toi, fait que ça revient un peu à ce que je disais tantôt, une façon de connecter vraiment fortement avec les gens, OK, que la plupart du monde ne prennent pas le temps de le faire parce qu'ils ont peur d'être jugés. Puis c'est normal, c'est justement, c'est ce que la plupart des gens font. C'est pas mauvais de ne pas le faire, mais c'est bon de le faire. OK? Donc, il y a comme une nuance ici. OK? C'est pas mauvais de ne pas le faire, mais c'est bon de le faire, justement. OK? Donc, ça te permet d'être vulnérable, de parler de tes sentiments, d'utiliser des mots qui sont forts, qui sont puissants comme ça. OK? Merci de rien. Fait que c'est ça. Okay? C'est vraiment d'y aller en profondeur dans ce que tu ressens, dans ce que tu vis, dans comment tu penses. OK? Il y a des mots, là, c'est pas juste abandonner puis rejeter. Là. Il y a d'autres mots. Tu parles que tu es épanoui, ça, c'est positif. Mais épanoui, c'est un mot qui est très fort. C'est beaucoup plus fort que de dire je suis content. T'sais, fait que je me sens épanouie, je suis épanouie, c'est beaucoup plus fort que je suis content ou je suis heureux. T'sais. Donc, c'est vraiment des mots comme ça qui font une différence aussi dans ton texte, qui est d'utiliser le mot qui décrit le mieux avec la meilleure précision puis avec la meilleure intensité ce que tu ressens. Okay? Ce qui va être vraiment lourd de sens, plein de sens, ça va être aussi les métaphores et les expressions. Okay? Moi, je suis une... disons, je vénère les métaphores et les expressions parce que dans les métaphores, dans les expressions, il y a des images. Okay? Donc, encore une fois, quand tu lis un texte, c'est super plate, c'est des lettres noires sur un fond blanc. Okay? Donc, oui, tu peux mettre des emojis, ça va rajouter de la vie, des émotions, des images, bref, mais tu peux aussi utiliser des métaphores pour qu'il y ait une image dans ton texte. Okay? Ce que tu vas aller chercher en mettant des métaphores et des expressions, ça va être l'imagination des gens. Donc, les gens vont pouvoir s'imaginer dans la situation que tu décris. Si tu dis, par exemple, c'est clair comme de l'eau de roche, bien là, tu as une image qui te vient en tête, clair, de l'eau de roche, tu imagines des roches, de l'eau, une rivière, un ruisseau. Tu as quelque chose qui te vient en tête. Puis tu comprends ce que ça veut dire, clair comme de l'eau de roche, là, ça veut dire que c'est clair, vraiment clair. Tu sais, ça peut pas être genre flou puis confusion. Okay? C'est vraiment super clair. Clair comme de l'eau de roche. Okay? Même chose, d'autres expressions, tu sais. En tout cas, là, je ne pense pas à d'autres expressions, mais les expressions, c'est ça qu'ils font en général. Okay? C'est qu'ils vont vraiment mettre des images sur ce que tu dis. Puis, ça va aller chercher une partie du cerveau créative de ton monde. Donc, ça va leur sortir du côté plus rationnel. Puis là, je lis, puis gna, gna, gna. Puis là, le côté créatif, ça rend ça le fun. Ça t'ouvre le cerveau, ça ouvre ton esprit. Puis, tu es plus aussi enclin à prendre ce que les gens ont à te donner quand c'est ton cerveau créatif qui travaille en ce moment. Okay? Quand que lui, il s'ouvre. C'est comme c'est un pattern interrupt qu'on appelle. Ça va interrompre la façon que tu es en train de lire puis de réfléchir pour ouvrir la porte à ta créativité, à ton imagination. Puis, ça va être beaucoup plus aussi compréhensible ce que tu dis avec une image comme ça. Okay? Les expressions ont aussi leur qualité à eux, leur avantage à eux. Il y a beaucoup de sons dans les expressions. Okay? Et les sons, comme je te dis, c'est le fun à l'oreille, c'est le fun d'écouter les sons. Quand tu le lis, tu l'entends aussi, donc c'est vraiment le fun d'écouter les sons. Ce que ça fait, les sons, les images, pourquoi je te parle de sons et d'images, c'est que ça fait partie des 5 sens. Okay? Et quand tu t'exprimes en utilisant les 5 sens, quand tu vas aller stimuler les 5 sens, ce que ça fait, c'est que ton cerveau va s'en rappeler beaucoup plus. Okay? Parce que tu utilises les 5 sens. Okay? Que ça soit bon, là, c'est pas vraiment le toucher. Quand tu écris sur l'ordinateur, il n'y a pas de toucher, mais il y a la vue, il y a le son parce que tu l'entends quand tu le lis. Ça, c'est super puissant. Okay?
je ne me rappelle pas c'est quoi l'étude, mais il y a une étude qui prouve que tu mémorises beaucoup mieux quand tu fais appel à tes 5 sens. Okay? Donc, quand tu peux faire appel à mettre une image, mettre des sons, vas-y. Les gens, de toute façon, c'est beaucoup plus le fun de lire quelque chose qui est varié, parce qu'une métaphore, une expression, ça met beaucoup de variété dans ce que tu as à dire. C'est pas un texte plate avec juste des mots plates. Contrairement aux autres, toi, tu as des images, c'est le fun à lire, c'est divertissant. OK? C'est vraiment divertissant à lire. Donc, tu veux utiliser des émotions, tu veux utiliser des métaphores, des expressions. Quand tu mets des métaphores, des expressions et tout ça, ça rajoute beaucoup de détails que tu mets en peu de mots. Okay? Que normalement, ça te prendrait comme, je sais pas, peut-être 2 phrases pour expliquer ces détails-là, 3 phrases. Mais en une métaphore, qui est une petite expression, bref, c'est beaucoup plus court, mais ça te permet d'exprimer toute ta grosse idée en tout petit. Okay? Donc, ça revient à quand je te dis simplifie, raccourcis. Quand tu as le choix d'avoir des longs mots, des petits mots, choisis les petits mots. Quand tu as beaucoup de détails à mettre, enlève tous les mots qui ne sont pas nécessaires, qui n'apportent rien à la phrase, qui n'apportent rien au paragraphe. Réduis le plus possible. Okay? Straight to the point. Encore une fois. Okay? Donc, ça revient à ça. La métaphore te permet de faire exactement ça. Anne-Marie doit quitter le replay avant de regarder beaucoup de contenu très riche et concret. Merci pour ce live. Je devrais réécouter le replay plusieurs fois pour assimiler toutes ces informations stratégiques. Merci encore. Cool. Salut Anne-Marie. Merci d'avoir été là. Donc, c'est ça. Okay? Maintenant, tu veux te concentrer, quand tu racontes ton histoire, tu veux te concentrer sur les événements qui sont marquants, qui sont importants. Okay? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ton histoire a des points clés. Okay? Je les ai énumérés dans la structure, donc je la répète. Tu as la vie avant, tu as le changement, l'aventure, et tu as ta vie après. Ça, c'est les points clés de ton histoire. Okay? Tu n'as pas d'histoire sans ces moments-là, sans ce qui arrive dans ces sections-là. Okay? Donc, tu veux mettre l'emphase sur ces thèmes-là, sur ce qui se passe dans ces sections-là, okay? Dans cette structure-là. Okay? Si tu as des détails à mettre, puis que tu veux en mettre beaucoup parce que plus tu mets de détails, plus les gens peuvent se l'imaginer, par exemple, mets-les à ces endroits-là, c'est les endroits qui sont importants. Entre la vie avant, la vie maintenant, puis le changement, l'aventure, tous les détails qui sont entre, qui vont décrire ton environnement, des choses comme ça, c'est pas vraiment nécessaire. Okay? Donc, tu peux les enlever. À moins que ça soit vraiment essentiel de savoir t'es où, puis à quel point t'es où, puis les détails. Là. Mais si tu peux t'en passer dans ton histoire, tasse ça de côté, passe-toi-en. Okay? Donc, maintenant, le ton, le rythme de ton histoire, moi, je suis une adepte de genre straight to the point, comme je te dis tout le temps. Il y a des gens pour qui ils vont vouloir écrire avec une voix qui est plus lente. Ça remplace un peu le ton de voix quand tu vas parler. Okay? Puis il y en a qui vont être super rapides. Okay? Donc, ça dépend de ton style. Tu as ton propre style, il n'y a pas une façon qui est mauvaise. Tu peux passer, c'est ça, tu peux passer beaucoup. Non, je me suis perdue dans mon idée. Excusez, j'ai reçu un message, puis là, je me suis perdue dans mon idée. Brice, qu'est-ce que tu fais? Tu me perds dans mes idées. Fait qu'en tout cas, mais bref, moi, je te parlais de... Oh oui, ton. Fait que ton rythme. Fait que c'est ça, tu veux y aller avec ton style, tu peux écrire d'une façon qui est plus lente pour arriver à ton point plus rapide. C'est vraiment, ça dépend, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. L'important, c'est vraiment juste que quand tu écris, ça flow. Quand tu lis, ça fait du sens, ça se comprend bien. C'est vraiment l'essentiel que tu vas écrire pour que les gens, quand ils lisent, ça soit l'essentiel. Peu importe la vitesse à laquelle tu veux arriver à ton histoire, à ton point, peu importe. Okay? Au niveau des émotions, encore une fois, les emojis vont t'aider, les métaphores, les sentiments. Quand tu vas écrire, ce que je te conseille, c'est de te mettre dans la peau de la personne à qui tu veux écrire. Donc, ton lecteur, lui, c'est quoi qui l'intéresse dans ce que tu as à dire, pourquoi il devrait t'écouter. Écris comme si tu étais cette personne-là pour que dès le départ, dès ta première ligne, tu ailles chercher quelque chose qui l'intéresse puis qui continue parce qu'il voit que c'est pertinent ce que tu as à lire. Fait que si tu te mets dans la peau de ces lecteurs-là, ça va être beaucoup plus facile d'écrire un texte qui va justement garder l'attention tout le long, qui va être intéressante, qui va être le fun, qui va avoir du punch tout le long. Okay? AGB qui dit « Comment savoir ce qui l'intéresse le lecteur? » Ça va dépendre de à quel point tu comprends ton avatar, okay? Ton client cible, c'est qui. Tu vas voir vraiment, plus tu vas apprendre à le connaître, plus tu vas savoir ce qui va l'intéresser, ce qui va captiver son attention. Ce que tu peux faire, c'est poser des questions, aller discuter directement avec tes clients cibles, tes prospects.
tu peux leur dire « Hey, je cherche des gens comme ça, puis je veux juste te poser des questions, je veux juste savoir comment tu penses. » Puis quand tu vas écrire ton histoire, tu vas avoir du jus là, pour écrire. Okay? Là, tu vois, je dis tu vas avoir du jus pour écrire. Ça, c'est une expression, c'est une métaphore. Fait que, tu vois, c'est puissant. Ça, tu comprends ce que je veux dire, mais ça me prend moins de temps de te l'expliquer. Okay? Fait que sur ce, comme je te dis, tu te mets dans la peau des gens, ça va bien aller. Tu suis la structure, tu prends dépendamment de ton type d'histoire, tu peux adapter comment tu vas en parler. Tu te tiens à l'essentiel, tu utilises les mots les plus courts possibles. Tu vas utiliser des mots qui sont puissants, rejet, abandon, être épanoui, des mots comme ça qui sont plus spécifiques, qui en disent long, même si le mot, c'est juste un mot. Puis, ça devrait bien aller normalement. OK? Sur ce, je repasse la parole à Brice pour qu'il puisse terminer de rien et du bien. À toi la parole, Brice. Lorsque mes parents se sont séparés, ma mère, finalement, elle est partie du Cameroun et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Mon père a pris une autre femme avec laquelle je ne m'entendais jamais. C'était la guerre entre elle et moi. Et mon père n'était pas très présent parce qu'il sortait tôt et il revenait tard. Donc, j'étais un enfant triste, je me sentais délaissé, je n'étais pas bien dans ma peau et j'ai grandi avec cette frustration. Un jour, j'ai rencontré un ami qui s'appelle Rostand et Rostand lisait un livre. Je lui ai dit, quand j'ai regardé ce livre, Rostand, vivez pleinement votre vie de Normand Vincent Peale. J'aimerais avoir ce livre. Et il m'a dit, oui, vas-y Brice, tu peux prendre. J'ai pris le livre et j'ai commencé à le lire. Je le lisais parce que je voulais vivre pleinement ma vie. Je me sentais aigri, je me sentais blessé, frustré, amer et je voulais plus de cette vie. J'ai lu le livre et un soir, je suis arrivé à la fin du 15e chapitre et le résumé de ce 15e chapitre, parce qu'à la fin de chaque chapitre, il fait un résumé, disait ceci. Gardez l'image mentale de vous, fort, vigoureux et en bonne santé. Soyez toujours positif et vivez pleinement votre vie. Ce soir-là, j'ai lu ça et puis je me suis endormi avec le livre sur moi. Et au bout de la nuit, j'ai entendu une voix qui m'a appelé. Kamgang, Kamgang, Kamgang. Et j'ai ouvert les yeux et la voix me pose la question de savoir qui es-tu. Et moi, je réponds, je suis Kamgang, un enfant abandonné par sa mère. Et la voix me redemande, Kamgang, mais qui es-tu? Et je réponds, je suis Kamgang, un enfant dont le père n'est pas souvent présent. Et la voix, une fois de plus, m'a demandé, Kamgang, qui es-tu? Et j'ai répondu, je suis Kamgang, un enfant maltraité par la femme de son père. Et là, quand j'ai regardé dans le coin de ma chambre, j'ai vu la voix. La voix était moi, en fait. La voix avait mon visage et la voix était prisonnière de 3 chaînes. Sur la première chaîne, il était écrit Maman m'a abandonné. Sur la deuxième chaîne, il était écrit Papa n'est pas souvent présent. Et sur la troisième chaîne, il était écrit Ma belle-mère me maltraite. Et là, j'ai compris que c'était les chaînes qui me retenaient prisonnier. Et la voix, une fois de plus, m'a demandé Kamgang, qui es-tu? Et là, j'ai dit, je suis Kamgang, un enfant abandonné par sa mère, mais qui est toujours joyeux. Je suis Kamgang, un enfant dont le père n'est pas souvent présent, mais ce qui me permet de prendre rapidement mes responsabilités. Je suis Kamgang, un enfant maltraité par sa belle-mère, mais cette maltraitance me rend plus fort pour affronter la vie. Et je me suis réveillé. En fait, c'était un rêve. J'étais en train de rêver et je crois que ce rêve a été fortement inspiré par ce que je venais de lire. Et dès ce jour, ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai commencé à vivre pleinement ma vie. J'ai compris que j'étais sur Terre parce que j'avais une mission à accomplir. J'ai compris que j'étais sur Terre parce que je devais être la solution pour les autres. J'ai compris que j'étais sur Terre, non pas pour subir les événements qui se passaient autour de moi ou qui se passaient dans ma vie, mais pour me servir de ces événements-là, pour grandir et avancer.
un livre a changé le cours de mon existence. Et si vous aussi, un livre pouvait vous aider, peut-être que ce serait celui-ci. Ok, fin de l'histoire. Voilà l'histoire que j'ai racontée le 15 décembre 2017 lorsque je publiais ce livre qui est mon livre, Du doigt pointé à la main tendue. C'est un livre inspirationnel où j'explique qu'il est important de vivre une vie non pas plaintive, mais il faut pouvoir s'assumer et prendre la responsabilité. Quitter du doigt pointé vers les autres, c'est la faute aux autres, c'est la faute à tout le monde, vers la responsabilité, s'assumer soi. Donc, le jour où je présentais ce livre, la sortie officielle, il y avait près de 300 personnes présentes dans la salle, c'était plein à craquer. Quand on m'a donné la parole, j'ai raconté cette histoire, j'ai raconté mon histoire et j'ai raconté le rôle qu'a joué un livre dans ma vie. Et j'avais ce livre-ci. C'est effectivement, lui, vous voyez, ce livre a vraiment transformé ma vie. C'est de Normand, excusez-moi, c'est de Normand Vincent Peale, Vivez pleinement votre vie. Donc, je suis venu dans la salle avec ce livre. C'est mon histoire, c'est authentique. Et j'ai raconté la scène en présentant ce livre-ci. Et c'est à la fin, lorsque je conclus, que les gens comprennent que, ah, c'est vrai qu'un livre peut transformer la vie. Et si le livre de Brice Kamgan qu'il vient de publier là était le livre qui pouvait transformer ma vie. Voilà le questionnement que les gens avaient. Et puis, boum, tonnes de personnes se sont ruées et ont acheté ce livre qui est devenu un best-seller dans mon pays et mon continent. Voilà comment nous pouvons vendre sans vendre. Ce jour-là, je ne suis pas venu dire achetez mon livre, c'est un bon livre, il a un contenu magnifique, il est facile à lire, il y a beaucoup d'histoires intéressantes à l'intérieur, ce livre va changer ta vie, vraiment achète ce livre, etc. C'est le meilleur livre de tout le temps. Non, j'ai pas eu besoin de dire ça du tout. C'est ça, vendre sans vendre. Et quel est le processus que j'ai utilisé? J'ai utilisé exactement le processus que vous disiez tout à l'heure, Émilie. C'est qu'il y a une situation initiale, je vis ma vie normalement. Après un jour, il se passe quelque chose lorsque je prends le livre, je tombe en contact, je rentre en contact avec le livre de Normand Vincent Peale, il se passe quelque chose ce soir-là. Et c'est le déclic. Le déclic arrive et ma vie change complètement. Voilà comment nous structurons notre discours, notre récit, notre storytelling pour vendre. Maintenant, d'un point de vue technique, je vais faire apparaître des éléments fondamentaux. On commence à jouer sur le temps, je vais être très bref. On sait qu'en matière de marketing, le processus se passe en 4 étapes pour amener le prospect à l'achat. La première étape, c'est l'attention. La deuxième étape, c'est l'intérêt. La troisième étape, c'est le désir. Et la quatrième étape, c'est l'action. AIDA. Je pense que tout le monde connaît AIDA, qui a été théorisé depuis des années, je ne sais pas, 1957, il y a longtemps. Et donc, la première chose lorsque vous racontez votre histoire, c'est de se dire comment est-ce que j'attire l'attention. A, le premier A. Cela tient lieu à la manière dont vous allez introduire votre discours, introduire votre présentation, introduire votre vente. Quels sont les premiers mots que vous allez relâcher? Quelle est l'attitude corporelle que vous allez avoir? Souvenez-vous des piliers de l'art oratoire que je vous ai donnés, verbal, vocal et visuel. Ce sont ces 3 éléments que vous allez combiner en introduisant votre présentation. Donc, A, il faut attirer l'attention. Et on dit en matière de produit que c'est l'emballage qui attire le client. C'est la manière dont le produit se présente à la vue qui attire le client. Et c'est peut-être normal. Souvenons-nous, je vous ai dit que quand on parle de l'élément visuel, le pilier visuel avait plus d'impact que les autres piliers parce qu'une étude a révélé que 70% de nos capteurs sensoriels sont dans les yeux. Ça fait que ce qu'on voit nous attire le plus. C'est le sens le plus poussé. C'est les personnes qui l'ont, bien sûr. On sait qu'il y a des personnes qui sont aveugles, des personnes qui ont des soucis avec un sens ou un autre. Mais c'est globalement ce que l'étude a révélé. Donc, attirer l'attention dans le cadre de votre discours, de votre présentation, de votre storytelling. Deuxième chose, susciter l'intérêt. Qu'est-ce qui fait qu'un individu va choisir de rester et continuer de vous écouter? Comment est-ce que vous faites pour susciter l'intérêt de l'individu qui est face à vous? Eh bien, en répondant partiellement à ses attentes et en créant du suspense, en lui donnant envie d'aller à la suite.
de comprendre. Vous lui dites implicitement sans qu'il ne sache, hé, attends, je sais une chose que tu ne sais pas, mais je ne vais pas te la dire maintenant. Attends juste un peu. C'est ce que vous faites, mais de façon subtile. Quand on a donc attiré, suscité l'intérêt de l'individu à travers le suspense, à travers les éléments qui sont liés à ses attentes de façon partielle, on passe donc à l'étape du désir. Alors, l'étape du désir, c'est l'étape la plus importante de votre storytelling. Pourquoi? Parce qu'au niveau du désir, la tension est à son pic. La tension, deux mots. La et tension. Pas la tension de A, mais la tension, les deux mots. Donc, le prospect, la prospecte est super emballée par ce que vous êtes en train de raconter. Elle veut savoir la suite. Dans mon rêve, par exemple, quand je parle de ce que j'ai vécu lorsque j'ai regardé et que j'ai vu que la voix avait mon image et que la voix était prisonnière de 3 chaînes, là, vous vous dites, c'est quoi ça? Et quand je break en disant, c'était un rêve, on sort de là. Donc, au niveau du désir, la connexion émotionnelle doit être le plus fort possible. Il faut vraiment accroître la connexion émotionnelle. On parle souvent des climax lorsqu'on est en train de faire le storytelling. C'est vraiment l'endroit où la tension est à son pic parce qu'on arrive bientôt à un dénouement. On arrive bientôt au déclic, à la résolution du problème définitivement. Et ça, il faut pouvoir le présenter et jouer sur les émotions. Une fois de plus, on reviendra sur les émotions. Petite parenthèse importante, c'est que les émotions, selon les études menées, sont à la base de toutes les décisions que nous prenons. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes rationnelles entre guillemets, qui pensent que non, ce n'est pas le cas parce que, croyez-moi, ça a été tellement discuté, tellement challengé, tellement combattu. Mais vous savez, Arthur Schopenhauer a dit que toute vérité est d'abord combattue, ensuite elle est humiliée, et enfin elle est reconnue comme étant une vérité absolue, concrète. Donc c'est le cas en ce qui concerne la prise de décision. Longtemps ça a été combattu, les gens disaient non. Descartes avait théorisé la rationalité. Donc Descartes, un philosophe, il avait raison, mais sauf que il y a un philosophe qui est pas un philosophe, un psychologue qui est arrivé, qui s'appelle Antonio Damasio, qui a botté en touche ce qu'avait dit Descartes et a publié un livre qui s'appelle L'erreur de Descartes. Je vous invite à la lire. L'erreur de Descartes, c'est une œuvre sensationnelle qui raconte l'histoire de quelqu'un qui était malade, il avait un problème, il avait eu un accident, il s'est fait opérer de la tête. On a remarqué, long story short, on a remarqué que l'individu ne prenait plus de décisions, même pour satisfaire ses propres besoins. Il avait besoin qu'on les lui rappelle. Et donc, quand on est revenu voir, on a vu que la partie émotionnelle de son cerveau avait été déconnectée. Ça fait donc qu'on a conclu que parce qu'il n'avait pas d'émotion, il ne pouvait pas prendre de décisions. Et de nombreuses autres études ont confirmé ça plus tard. Donc, au niveau du désir, dans le cadre de l'étape A de l'AIDA, au niveau du désir, vous faites appel aux émotions. Vous faites appel à cette sensation émotionnelle poussée du prospect parce que c'est l'émotion qui va l'amener à prendre la décision. La décision donc de passer à la 4e étape qui est l'achat. La décision d'achat. 4e étape, achat. 4e étape, action. Donc, l'étape du désir est très importante parce que c'est cette étape-là qui permet naturellement de clôturer au niveau de l'achat, au niveau de l'action. Et comment donc faire ça? Une fois qu'on a créé beaucoup d'émotions, quand j'ai conclu tout à l'heure, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'un livre, je n'ai pas dit mon livre va changer votre vie. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'un livre a changé ma vie. Et si ce livre, je ne dis même pas mon livre, quand j'ai parlé, j'ai montré ce livre, c'est si ce livre pouvait changer votre vie. Je m'interroge. Et là, tout de suite, vous avez envie de quoi? D'en savoir plus. Vous avez envie de le lire. Vous avez envie de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà comment, de façon structurée, vous pourrez faire une présentation commerciale, vendre sans vendre, avec le storytelling. Évidemment, j'ai fait 3 mois de formation avec ça, donc évidemment, on ne peut pas tout vous donner maintenant parce qu'on joue sur le temps. On est à 10h44 déjà. J'espère que vous avez eu des informations, des outils qui peuvent vous aider, qui peuvent
vous permettre d'avancer. S'il y a des questions, je vais répondre rapidement en ce qui me concerne, les piliers de l'oratoire. OK. Donc, sur les piliers de l'oratoire, on va on peut prendre des questions par rapport à ça parce que justement, Émilie, la session de questions-réponses peut durer un moment. On peut avoir des gens qui sont super intéressés, qui ont des questions, qui veulent en savoir davantage. Nous, on est là pour ça. On est prêt à répondre à vos questions pour vous accompagner. À la fin de la journée, lorsque vous avez l'opportunité de communiquer, pour moi, c'est le meilleur moment possible pour tout vendeur, pour toute personne qui a un produit qui vend. Le moment où vous pouvez parler à votre prospect, comme nous vous parlons en ce moment, c'est le meilleur moment. L'écriture, Émilie, elle est brave, elle est super experte dans son domaine. J'ai toujours trouvé ça tellement difficile. Mais seulement quand tu rentres et que tu peux écouter une experte comme Émilie, elle te donne des clés, tu dis, ah oui, mais ça peut aller avec le texte. Je trouve toujours que le texte, c'est vraiment subtil. Il faut vraiment avoir l'accompagnement d'une experte pour s'en sortir. Parce que c'est tellement compliqué. C'est le texte, c'est du noir sur du blanc. On ne sait pas si, ce que tu ressens, on ne te voit pas, on ne sait pas si tu es sérieux, on ne peut pas sentir tes émotions. Il faut donc aller transmettre ce que tu aurais pu transmettre physiquement. Il faut coucher ça sur du papier et que ça passe. Ce qui n'est pas évident du tout. Or, lorsqu'on communique, on sait on prend en compte les trois piliers de l'oratoire, de la prise de parole en public, la communication orale, verbale, vocale et visuelle. Et c'est plus ou moins facile lorsqu'on peut avoir maintenant les techniques qui nous permettent à chaque étape de AIDA d'incruster des éléments qui vont à la fin de la journée permettre aux prospects de s'engager, de sceller la vente et de prendre notre produit. Donc, voilà de la brève présentation concernant le storytelling oral. Ah, et JB qui dit merci pour notre authenticité. Mais ça fait plaisir. Écoute, moi, pour terminer, j'en profite pour plugger mon programme Mailboss. Si tu es encore là puis que ton entreprise a de la misère à fonctionner, tu as de la misère à aller chercher des clients, tu as de la misère à créer ton contenu, à l'écrire pour tes réseaux sociaux, dans ta liste de courriels ou peu importe, ce que je fais avec Mailboss, c'est que je t'emmène à créer ta stratégie de contenu sur les réseaux sociaux pour aller chercher tes clients, les attirer. Tu n'es pas obligé de courir après, c'est pas vrai. Donc, on fait une stratégie qui va te rapporter autant aux gens qui te lisent qu'à toi, donc pour aller chercher tes clients. Et ensuite, on amène les gens dans tes courriels. On fait une stratégie pour tes courriels aussi. À travers de tout ça, c'est sûr qu'on regarde vraiment la rédaction persuasive parce que à quoi bon écrire si personne te lit? Parce que je dis tout le temps ça, mais c'est hyper important. Si personne te lit, tu as beau avoir la meilleure stratégie de contenu, ça ne sert à rien. Donc, tu veux vraiment que ton contenu te rapporte, mais tu veux que les gens le lisent parce que sinon, ça ne te rapportera pas. Puis à la fin, c'est ça, on regarde vraiment comment convertir tes prospects en clients. Super important si tu veux vraiment faire des ventes, avoir des clients, avoir un impact plus grand. Il faut que tu sois capable de vendre. Donc, bref, si ça t'interpelle, sans, of course, je dis tout le temps ça, mais sans pousser les gens avec ton offre, ton service et tout ça, mais que tu veux vraiment juste être authentique, attirer les bonnes personnes, puis offrir ton aide là, comme tu ferais à un ami, ben, viens me voir, je peux sûrement t'aider avec ça. On regardera ensemble, on peut en discuter. Sur Super. ce, on a, merci pour votre identité, merci pour toutes ces techniques et leurs explications, ça m'a inspiré. Cool, tu avais répondu. Bonjour tout le monde, Émilie, je pourrais t'intéresser à avoir plus d'infos. Super, tu viendras me voir en privé. Là. Je vais noter ton nom, sinon j'irai te voir. Merci à vous, Émilie Brice. Hey, un gros merci à vous deux, tellement enrichissant. Bon, OK, cool. Ben, Je voulais faire une petite précision, peut-être que je l'ai pas mentionné. Effectivement, comme tu disais, Émilie, dans le cadre de ton programme d'accompagnement, ce qui est super intéressant, c'est idem avec moi. Donc, comme je vous disais, je l'ai dit comme ça en passant, j'ai une académie, j'accompagne donc justement les personnes à développer, je t'accompagne à développer ta capacité persuasive, à augmenter ton niveau d'influence et surtout à manifester ton charisme naturel, ta présence. Parce que l'art de vendre, c'est aussi la capacité à avoir une présence effective. Aujourd'hui, on a le digital qui nous permet d'être présent partout, sur tous les téléphones. On peut être ici et les gens nous voient de partout dans le monde. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui se passe, c'est que moi, je peux donc t'aider. Si tu dois faire des vidéos, comment est-ce que tu peux être plus attractif? Tiens, si tu visites ma page, mon site internet ou bien
ma chaîne YouTube, tu verras les vidéos que je fais gratuitement et que j'offre des techniques sur la prise de parole en public, la communication orale, et tu pourras en bénéficier gratuitement. Mais si tu veux aussi aller plus loin, tu me contactes et puis je pourrais t'accompagner et t'aider vraiment à développer cette capacité persuasive-là, à être beaucoup plus influent lorsque tu prends la parole, lorsque tu présentes et surtout à manifester ton charisme naturel. C'est ce que je fais au quotidien, c'est ce que je fais depuis 3 ans maintenant et les résultats sont super intéressants de toutes les façons. Tu auras l'occasion de découvrir. Merci beaucoup de ta présence. Merci d'avoir été là. Emmanuel qui dit les vidéos YouTube m'intéressent, j'aimerais bien les voir. Aura-t-on le lien? Ok, j'envoie le lien de ma page alors tout de suite. Ok. Je prends tout de suite là, je vous envoie ça, comme ça vous pouvez avoir accès à ma chaîne et voir toutes les vidéos que j'ai faites. C'est du contenu gratuit que j'offre pour aider le monde. Donc voilà ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner également, ça vous permettra de ne rien manquer et d'avoir accès à mon contenu, aux vidéos quand je les publie. N'oubliez pas, quand vous vous abonnez sur YouTube, je pense que vous savez ça, c'est d'activer la petite clochette là pour avoir les notifications. Yes! Super! Bon, ben, sur ce, nous, on n'a pas d'autres questions. Donc, on va clore là-dessus. EJB qui dit vos sites respectifs, c'est possible pour en savoir plus. Écoute, on mettra tous nos liens, anyway, la rencontre aussi, on va la mettre dans l'événement. On va la mettre sur mon groupe Facebook, sur tes pages aussi à toi, Brice. Donc, on va mettre ça un peu partout. Donc, on va tous réunir les liens là, pour ceux qui les veulent dans l'événement en tant que tel. Puis après ça, vous allez pouvoir aller aussi sur nos pages, nos groupes. Super! Ah, il y a Maurice, Gérard Maurice qui dit je te contacterai pour les vidéos aussi, marketing. Ok, parfait. Parfait, Gérard, ça marche. N'hésite pas à le faire et puis on pourra travailler. Super! Bon, ben sur ce, merci Brice d'avoir fait ça avec moi. En fait, c'est toi qui m'avais invité pour faire ça ensemble, mais c'était super le fun. Fait qu'on fera ça, clairement. Je pense que tout le monde a aimé ça. Ah oui, il y a EDB qui demande le site internet également. Oui, tout de On leur suite, on enverra met. sur l'événement. On met tous nos liens sur l'événement. Ouais, ce serait le fun, ce serait plus facile, ce serait plus simple également pour, euh, pour tout le monde. Abdul, merci d'avoir été là. Emmanuel, EDB, Gérard, Christian, merci beaucoup, c'était un plaisir d'être là et on va se dire à très bientôt. Émilie, on se parle tout à l'heure. Yes. C'était super intéressant d'avoir ce moment avec toi. Je suis très heureux d'avoir apporté quelque chose dans la vie des différentes personnes qui ont été présentes. Ça peut permettre de passer à une autre étape, de faire les choses de façon encore plus poussée, ce serait super. C'était ça notre objectif et si nous l'avons atteint, tant mieux. Cool. Salut tout le monde! Ok, ciao.